Bonjour à tous, nous sommes ravis de vous retrouver pour cette nouvelle édition de l'e-forum. Donc e-forum qui, comme son nom l'indique, est à distance, mais on est quand même content puisque désormais, après cette période de confinement, nous pouvons à nouveau sortir et retrouver des gens, des vrais, en direct. Donc bien sûr, on va respecter les distances de sécurité, mais surtout, on va pouvoir débattre avec nos amis sociétés de gestion, qui sont au nombre de 10 aujourd'hui, avec qui nous allons aborder donc tous les sujets d'actualité, parce que la rentrée est dense, et je pense qu'il est important également d'avoir leurs différents avis et leurs convictions, ainsi que leurs perspectives sur les marchés, et puis forcément essayer de capter également de bonnes idées, des nouvelles idées, peut-être des astuces aussi, pour pouvoir aller séduire nos épargnants, vos épargnants. Vous avez été, vous, CGP, extrêmement résilient durant cette période de crise, donc on a été très favorablement étonnés quand même, parce que la proximité a vraiment payé, malgré la distance qui était imposée. Donc aujourd'hui, important de voir comment vous pourriez rebondir auprès de vos clients. Et pour ce faire, donc, nous allons interroger et débattre avec 10 de nos amis favoris sociétés de gestion. Et on va commencer par la société DNCA. Et j'ai plaisir à accueillir donc Léa Dunant-Châtelet, gérante chez DNCA, et qui va nous parler donc à la fois de la maison DNCA, des process de gestion, des convictions. On a besoin d'avoir des convictions qui soient partagées, et ensuite donc un focus sur un produit. Donc bonjour Léa. Bonjour Thierry, merci de cet accueil. Ravi en tout cas. Quelques mots sur la maison DNCA qu'on connaît tous, mais bon, néanmoins, rappelons juste quelques éléments. Alors évidemment, DNCA, c'est une maison de gestion dont la gestion de conviction fondamentale est au cœur de nos valeurs. C'est une société de gestion qui gère à peu près 20 milliards d'euros, très proche de ses clients, de ses partenaires CGP notamment, en particulier dans cette année spécifique, je dirais, tant sur le plan sanitaire, où on a tous été coupés les uns des autres. On a souhaité vraiment maintenir un lien très très fort avec beaucoup de Webex, beaucoup d'interventions des gérants pour parler du contexte qui a beaucoup effrayé. Et puis, spectaculaire année sur les marchés également, et je pense qu'on va en parler parce que très grosse crise, un marché qui a rebondi très fortement. Donc, quelle est notre vision? Alors justement, quels seraient pour vous les faits marquants principaux? Alors évidemment, la crise, mais au-delà de ça, donc peut-être la genèse et ses premières conséquences. Donc les faits marquants de ce début d'année. Alors les faits marquants, finalement, la crise, c'est un fait marquant, mais en réalité, c'est plutôt la réaction après-crise qui est marquante pour nous. On a eu des marchés qui ont fortement corrigé, très très brutalement, d'ailleurs dans des proportions absolument différentes des crises précédentes, que ce soit en ampleur ou en rapidité. En revanche, un rebond tout aussi impressionnant. Et ça, c'est probablement ce qui est le plus surprenant aujourd'hui, de s'apercevoir que sur ces marchés financiers, eh bien, on a une décorrélation totale de l'économie réelle, finalement, dans laquelle on investit, nous, gérants, et de ce qui se passe sur ces marchés. Alors, est-ce que c'est une anticipation des marchés, comme ont l'habitude de le faire les sociétés de gestion? Est-ce qu'on anticipe justement une belle reprise et une rapide reprise du vrai monde économique? Oui, je crois qu'il y a deux choses. En fait, il y a évidemment une anticipation, même si sur celle-ci, je suis relativement, on va dire, circonspecte. En revanche, ce qui est certain, c'est qu'on a eu un afflux monétaire énorme de la part des banques centrales, mais aussi des budgets des États qui ont amené finalement les investisseurs à avoir confiance dans cette reprise. En tout cas, la durée de cette reprise, elle est vraiment, à mon avis, toute relative, et c'est la prudence que l'on va avoir dans les prochains mois, parce que les niveaux de valorisation actuels sont particulièrement élevés. Alors justement, si on voulait un peu synthétiser vos principales convictions pour déjà 2021, alors fin d'année 2020 bien sûr, parce que la rentrée est dense et intense, mais si on se projette déjà sur 2021, les convictions fortes. Bon, je pense qu'il y a une conviction qui est évidente pour tout le monde, c'est structurellement les taux vont rester bas, et ça, pour ceux qui en doutaient encore, je pense que là, la question est complètement fermée maintenant. Ça, c'est une chose. Une reprise de l'inflation, pourquoi pas, mais c'est encore compliqué de le dire. Je crois que tout le monde vit aujourd'hui au quotidien la même expérience. Consommer, c'est plus compliqué, et donc l'inflation reviendra probablement, mais les matières premières sont basses, la consommation est relativement ténue. Ce qui est certain, c'est que vous avez une tendance, et là c'est probablement ma conviction la plus forte, une tendance vers de nouveaux marchés, de nouvelles thématiques, et je crois que ça, il ne faut pas l'oublier, parce que la régulation est très forte là-dessus. Pour ceux qui ont un petit peu entendu parler du Green Deal au moment de la crise ou de la taxonomie,
N'oublions pas que les flux des investisseurs, des grands investisseurs, mais aussi des particuliers, vont aller vers ces thématiques-là. Et je crois fermement que l'année 2021 va être l'année du développement durable d'une part, mais de ces nouvelles thématiques qui font la croissance de demain. On va beaucoup en parler en effet durant toute cette matinée. Et donc ces grandes convictions, elles vont s'illustrer comment dans votre process, dans votre style de gestion? Est-ce que ça va faire bouger les lignes? Oui. Alors notre style de gestion chez DNCA, donc la conviction, le mien est spécifique à la philosophie du développement durable. Donc j'investis dans des entreprises qui ont une double caractéristique. D'abord, elles sont responsables. Je pense qu'on a eu des exemples très intéressants avec Wirecard récemment, ou encore le patron de Rio Tinto qui a été débarqué suite à des controverses vraiment purement réputationnelles. Et puis une autre conviction qui est celle du développement durable, où on voit bien que les relais de croissance des prochaines années se situent dans ces activités soit environnementales pures, les fameuses activités vertes ou green, ou même sociales, voire de santé. Là, on est en plein dedans avec la crise du Covid, le diagnostic, la médecine de demain. Donc, notre style de gestion, c'est de sélectionner des entreprises qui ont ces deux caractéristiques et ensuite de les garder dans la durée, de jouer notre rôle d'investisseur de long terme. En effet, tout ce qui a été ISR, sociétal, etc., a été finalement beaucoup plus résilient que d'autres classes d'actifs. Alors justement, est-ce qu'on peut faire un focus maintenant sur le fonds dont vous voudriez particulièrement nous parler, donc DNCA Invest Beyond Alterosa? Oui, alors on a lancé effectivement une gamme Beyond il y a un peu plus de 2 ans maintenant, donc dédiée au développement durable. Parmi cette gamme, on a un fonds d'impact qui s'appelle Semperosa et on a son petit frère Alterosa. Un fonds d'impact, c'est quoi? C'est un fonds dont on va avoir une performance évidemment financière évidente et puis on va mesurer les impacts extra-financiers, sociaux, environnementaux. Alterosa, c'est son petit frère parce qu'on a voulu une gestion patrimoniale justement à destination des clients finaux, des particuliers qui eux souhaitent de plus en plus aller vers le développement durable. Et donc Alterosa, c'est un mix action-obligation avec une fourchette d'investissement 0,50% en actions et pour lesquelles on ne va sélectionner que des entreprises qui ont une contribution positive au développement durable. Et quelle est la profondeur de marché? Est-ce que vous avez de quoi faire votre marché justement sur... C'est un fonds action Europe et très clairement en Europe, des valeurs qui font du développement durable et qui sont responsables en même temps, c'est à peu près 200-250 entreprises. Mais pour nous, c'est un terrain de jeu largement suffisant puisque l'analyse fondamentale qu'on va faire au préalable nous permet justement d'aller vers un niveau de qualité très très important. Et aujourd'hui, c'est un fonds qui pour nous est capable de témoigner du nombre de patients qui ont été soignés, de la recherche médicale financée, des énergies renouvelables et autour de ça, de permettre de communiquer. Un calculateur, nous, sur le site internet, permet de rentrer le montant qu'on souhaite investir et de connaître précisément son impact. D'accord. Et le nombre de lignes que vous souhaitez retenir sur le fonds, c'est autour de combien? Alors, vous parlez de lignes en termes d'émetteurs et de valeurs. Alors, sur une poche action, on est autour d'une 30aine de valeurs. Et sur une poche, sur la partie obligataire, on est autour d'une 50aine d'émetteurs. Donc, en total, d'à peu près 80 lignes. Alors, est-ce que les clients, les épargnants sont d'ores et déjà demandeurs, appétents, de bons réceptacles, si j'ose dire? Ça, c'est la première question. La deuxième question, comment on peut aider finalement les CGP à véhiculer finalement ce message? Alors effectivement, la demande est vraiment présente aujourd'hui. C'est-à-dire que la prise de conscience généralisée des enjeux climatiques, mais pas seulement en fait, des enjeux de société en règle générale, c'est très présent. Je vais vous donner un exemple concret. Je fais les différents salons depuis des années. Quand on demandait aux CGP de lever la main quand ils avaient des demandes sur l'ISR, s'il y en avait un, franchement, c'était bien le maximum. Et c'était pour vous faire plaisir. Et certainement. Et aujourd'hui, c'est l'inverse. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quasiment tous lèvent la main. Et c'est normal parce qu'il y a une nouvelle génération qui arrive d'une part, et encore une fois, cette prise de conscience-là. Comment aider à communiquer pour eux? D'abord, en ayant une démarche transparente. Nous, on a des reportings sur ce fonds en particulier, mais sur tous nos fonds de développement durable, en ligne à ligne, qui expliquent précisément ce que font chacune des entreprises. C'est ça aussi la réconciliation de l'épargnant avec la finance qu'il ne comprend plus en fait, qui est devenue abstraite et qui est incompréhensible et très complexe. Mais qui en tout cas rejoint ou lui rappelle le sens finalement qu'il peut donner à son épargne. Absolument, le sens étant le bon mot pour conclure. Si on devait retenir 3 arguments force sur le fond, dont on rappelle le nom. Alterosa. Invest Beyond Alterosa, donc 3 arguments force. Alors le premier, c'est la performance. Je pense que c'est indéniable et toute gestion ne se fera jamais au détriment de la performance. Le deuxième, c'est la capacité de mesurer des impacts concrets et de donner du sens à son investissement, avec notamment ce calculateur. Et le troisième, c'est la transparence totale sur un produit qui est simple à comprendre et dont on peut expliquer toutes les positions en ligne à ligne.
Léa, merci beaucoup de ces éclairages, de ces explications qui, je n'en doute pas, donc, vont également satisfaire nos partenaires CGP. Je vais rejoindre maintenant donc, Christine Le Breton. J'ai rejoint Christine Le Breton, donc de Tocqueville, Christine gérante chez Tocqueville Finance. Donc on va aborder des thématiques, notamment autour du vieillissement de la population, etc. Okay. Tout d'abord, quelques mots pour rappeler un petit peu qui est Tocqueville et comment Tocqueville est organisé. Oui, Tocqueville, donc créé en 1991, 5,5 milliards sous gestion au 1er septembre. Une équipe finalement assez resserrée, 33 personnes, avec une clientèle 50% CGP environ, et une équipe de vente dédiée, et 50% Instit, et 10 gérants en gestion collective. D'accord. Alors, chez Tocqueville, comment avez-vous vécu ce début d'année, enfin, ces 2 premiers trimestres qui étaient un petit peu chaotiques? Quels sont pour vous les faits marquants également à retenir de cette période extrêmement complexe? Effectivement, une période complexe, vous l'avez dit, avec la crise sanitaire, les marchés qui ont fortement chuté, mais qui ont également fortement remonté, un peu contre toute attente, puisque aujourd'hui on joue vraiment l'après-Covid, le vaccin, etc., avec des marchés assez volatiles. Nous, on reste un petit peu prudent, circonspect. On pense que la visibilité est toujours un petit peu réduite. Donc aujourd'hui, on privilégie toujours les valeurs plutôt dans le style croissance, et on a des petites optionnalités effectivement sur les mid et small cap pour couver le M&A notamment. Globalement, notre positionnement de toute façon était solide et on affiche de bonnes performances après ce début d'année, parce qu'on a eu un repositionnement de Tocqueville Finance effectivement en quelque sorte. Vous connaissez notre ADN, donc la value et les mid et small, et aujourd'hui on a en fait 4 piliers, puisqu'on a un pilier croissance, un pilier thématique, qui sont vraiment des axes de développement très très forts pour nous, et toujours bien entendu on reste très solide sur la value et les mid et small. Et avec également donc cette connotation ISR maintenant qui devient presque l'ADN également de Tocqueville. Tout à fait, tout à fait. Alors on a toujours fait de l'ESG, c'est-à-dire que c'est pas quelque chose qui arrive comme ça par magie. On a toujours pris en compte les critères environnementaux, sociétaux et de gouvernance. Maintenant en fait on a passé une étape dans la mesure où on a 5 fonds qui ont été labellisés ISR et plus à venir demain. Donc effectivement aujourd'hui tout ce qui est ISR, les critères ESG, environnement, social, gouvernance sont au cœur de nos process de gestion, et chaque cas d'investissement est analysé sous l'angle financier et extra-financier. D'accord. Et donc ça se traduit par des grandes convictions pour déjà cette fin d'année? Alors comme je vous l'ai dit, nous on reste effectivement plutôt orienté sur tout ce qui est croissance, en raison du manque de visibilité à venir, mais aussi parce que, comme je viens de vous le dire, gestion thématique, megatrends, on a quand même dans cet univers croissance beaucoup de valeurs qui sont en rapport avec la digitalisation de l'économie, la hausse de la démographie, enfin toutes ces grandes tendances, tout ce qui est green, énergie renouvelable, etc., qui se retrouvent en fait dans la gestion thématique et qui sont des valeurs de croissance. Et donc ça également dans le process, dans le style de gestion, ça a un impact. Comment quelles sont les conséquences finalement de ces convictions, comment on les illustre au quotidien dans le travail de Tocqueville? Tout à fait. Alors je vous rappelle, de toute façon la clé c'est gestion de conviction, on est bien d'accord, on est des stock pickers comme on dit. Et c'est ce qu'on apprécie aussi chez Tocqueville. Donc 10 gérants, ça fait quand même une équipe qui est déjà assez solide, donc des ressources très importantes effectivement en termes de recherche. Ce qu'on a aussi beaucoup faire, c'est être très proche des sociétés, on les rencontre sur des bases vraiment très régulières, donc beaucoup de recherche fondamentale, beaucoup de rencontres avec les sociétés, et encore une fois dans un périmètre européen, je crois. Dans un périmètre majoritairement européen, vous avez tout à fait raison, bien que, et on va en parler avec le fonds Silver Edge, on s'interdise pas, et c'est également le cas pour notre fonds technologie par exemple, d'investir notamment aux États-Unis. Donc on est sur des actions internationales, majorité effectivement européenne. D'accord. Et donc l'équipe est complètement polarisée là-dessus, donc avec des analystes et des gérants Non, pas du tout. Je vous ai dit 10 gérants, c'est 10 gérants analystes en fait. On n'a pas d'équipe de recherche à part. Oui, tout à fait. Parfait. Alors justement, les thématiques donc sont au cœur de votre réflexion aujourd'hui. Enfin, plus qu'une réflexion d'ailleurs, c'est une concrétisation. Pourquoi le vieillissement de la population à cette époque? Est-ce que la crise a encore accentué cette conviction ou l'a réaffirmée ou l'a peut-être aidé à mieux la faire comprendre au grand public? Alors,
Je ne sais pas, la crise, pas forcément. En fait, je pense que c'est ce que je vous disais, méga trends, les méga tendances, les tendances lourdes, structurelles, qui modifient en fait la société, les modes de consommation, les habitudes. Et donc là, le vieillissement de la population, aujourd'hui, les plus de 60 ans, c'est environ 13% de la population mondiale. Et en 2050, on va passer sur 21%. Donc vous voyez déjà une population qui va croître fortement et une population en fait avec une typologie assez particulière. Alors d'abord, une petite précision, on va croître fortement. C'est pas simplement un phénomène japonais ou européen. Si vous regardez pays par pays, zone géographique par zone géographique, on est vraiment sur quelque chose de global. Ça, c'est très important à comprendre. Donc, avec des opportunités de croissance vraiment partout. Et aussi, pour illustrer mon propos, vous savez qu'avant, quand on pensait population, on avait tendance à raisonner pyramide des âges. Ouais. Et en fait, quand vous regardez maintenant, on parle pilier. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en fait, les jeunes ou les seniors, on se retrouve avec un pilier. C'est quand même assez frappant. Quand vous le voyez, c'est important. Et comme je vous le disais, donc, des modifications des modes de consommation et surtout un vivier, en fait, de pouvoir d'achat important. Il y a Kantar Media qui parle des dinkers. Les dinkers, c'est double income, no kid. Et en fait, les dinkers, vous avez les moins de 35 ans qui n'ont pas encore effectivement d'enfants et qui ont de revenus, donc un pouvoir d'achat assez élevé. Et après, les 55 ans plus, où les enfants sont élevés, effectivement, émancipés, ça c'est le scénario, effectivement. Et en fait, vous ne payez plus leurs études, vous ne payez plus leur studio, vous avez plus de temps, vous n'êtes pas obligé de rentrer à la maison pour relever la babysitter, la nounou, vous pouvez aller au cinéma, vous pouvez aller au restaurant, vous pouvez faire de longs week-ends, partir en vacances de façon complètement différente. Donc effectivement, Dinker, c'est vraiment un mode de population, enfin une partie de la population très très importante. Et McKinsey également en 2016 a fait des études qui montraient qu'en fait, pareil, les seniors allaient contribuer à hauteur de 30% au niveau mondial sur la hausse de la consommation. Et dans certains pays comme l'Europe occidentale par exemple, certaines zones géographiques, ça va même être 60%. C'est-à-dire que cette population va représenter 60% de la hausse de la consommation. Oui. Vous voyez ici le vivier important effectivement sur lequel nous, on peut trouver des idées d'investissement et mettre en œuvre effectivement une stratégie de portefeuille. Disproportion en matière de consommation, mais également disproportion, j'imagine, en matière d'épargne et de constitution de cette épargne, d'où donc le fonds. Alors les caractéristiques principales du fonds Alors, comme vous le notez exactement, le fonds a 3 piliers principaux. Donc la consommation, que nous venons de voir ensemble, l'épargne, parce qu'il y a effectivement toutes ces sensibilités, attention portée à préserver son patrimoine et transmettre son patrimoine, et ensuite la santé, bien entendu, puisque en vieillissant, les préoccupations liées à la santé deviennent un peu plus importantes. Et donc, c'est un fonds qui est assis sur ces 3 piliers, consommation, épargne et santé. D'accord. Et avec là aussi la connotation ISR, mais qui j'allais dire presque naturelle. Ça coule de sens que ces entreprises que vous allez chercher dans ce domaine-là soient finalement avec une connotation ISR plus importante. Sur la santé, on a envie de dire oui, ça coule de sens, même si parfois il y a des controverses sur certains laboratoires ou groupes de santé. Donc l'analyse ESG, il ne faut pas se dire qu'il y a des secteurs super vertueux et d'autres qui ne le seraient pas. Je pense que c'est important d'aller dans le détail et de s'attacher à tous les points. Vous pouvez avoir effectivement une offre produit qui est plutôt au bénéfice de la société, mais une gouvernance qui est vraiment très très mal ficelée et qui du coup peut vous amener effectivement à être un petit peu réticent. Donc oui, intuitivement un peu la santé, mais encore une fois, nous de toute façon, à chaque fois on fait une analyse combinée sur les critères extra-financiers et sur les critères financiers. Alors Christine, merci de ces explications. Si on devait retenir 3 bénéfices clients, donc voilà, il y a 3 idées qu'il faut qu'on retienne autour de Tocqueville Silver Edge ISR, ça serait quoi? Alors déjà, j'attire l'attention sur la performance. Depuis le début de l'année, de façon évidente, puisqu'on surperforme effectivement au 31 août l'indice SOX 600 Europe de 14,5%. Et donc on est à combien aujourd'hui en termes de performance? Ah, c'est une très bonne question. On est légèrement positif de mémoire. J'ai pas le chiffre en tête, mais vous me collez. J'ai pas tout appris par cœur, je m'en veux. Dernière, par exemple. Non, mais enfin moi je retiens la surperformance en fait de 14,5% qui est vraiment assez importante. Et ça, c'était tout le bénéfice effectivement de l'exposition au pilier santé. Et la performance depuis le début de l'année, on la retrouve aussi sur 3 ans et sur 5 ans. Donc vraiment une performance solide. Ça, c'est le premier point. 3 piliers complémentaires, comme je vous l'ai dit, plus ou moins défensifs, avec des idées donc dynamiques. Et effectivement, le label ISR, pour nous, c'est très très important d'avoir un fonds effectivement avec ces critères ESG qui sont intégrés. Et Christine Le Breton, merci beaucoup de cet éclairage et de ces explications. Je vais rejoindre maintenant Geoffrey de Salamandre, qui a fusionné il n'y a pas très longtemps avec Oris Gestion. Donc bonjour Geoffrey. Bonjour Thierry.
Donc Geoffrey Wafka de Salamandre, bienvenue, j'ai plaisir à vous accueillir. Alors Salamandre, Oris, Salamandre by Oris, quelques mots quand même explicatifs sur ce rapprochement s'il vous plaît. Alors bonjour et merci de m'accueillir. Alors oui, effectivement, c'était la grosse actualité pour nous en 2020, hein, c'est le rapprochement d'Oris Gestion et de Salamandre Asset Management. En fait, Oris Gestion, c'est une société entrepreneuriale qui a été créée en 2004 par 5 associés, qui est toujours indépendante et qui, au cours de son histoire, s'est développée par croissance externe. Et aujourd'hui, le rapprochement avec Salamandre Asset Management, c'est notre 3e opération de croissance externe et ça nous permet d'intégrer une société qui avait un ADN commun avec nous, qui est l'expertise en allocation d'actifs. Et donc aujourd'hui, ça pèse combien ce groupe? Alors, on parle de groupe maintenant. Exactement. Donc ce groupe pèse 2,2 milliards d'euros d'encours, hein, et les encours sont détenus à 50% par la clientèle privée, 25% par la clientèle institutionnelle et 25% par nos partenaires conseillers en gestion de patrimoine et sélectionneurs de fonds. D'accord. Et donc vous êtes patron de la gestion de cet ensemble. Et je suis directeur de la gestion, effectivement, de cet nouvel ensemble sur la gestion collective. D'accord. Et avec une marque donc à laquelle il faudra qu'on s'habitue, Salamandre by Oris Gestion. Exactement. Donc quels sont pour vous là aussi, hormis donc ces mouvements internes, quels sont les grands moments que on pourrait retenir finalement de ce premier semestre, évidemment calqué autour de la crise, mais ses conséquences aussi? Alors, le fait marquant principal que je retiens cette année, c'est cette récession éclair qui a été décidée par le pouvoir politique en place pour répondre à cette pandémie. Mais ce qui est important, c'est, et j'insiste sur le mot éclair, en fait on n'avait jamais connu une récession aussi rapide, aussi forte, mais aussi du coup un rebond qui va être assez fort. Et c'est important parce que les marchés financiers n'aiment pas l'incertitude. Et quand on rentre en récession, c'est jamais vraiment quand on en sort. Là, l'avantage de cette récession, c'est qu'on en est sorti et on sait que les jours à venir seront meilleurs. Même si la Banque mondiale a titré, je crois hier, qu'on allait mettre 5 ans pour s'en remettre, mais les marchés ont réagi beaucoup plus rapidement et avec peut-être cette faculté d'anticipation qui les caractérise. Exactement. Alors effectivement, politique de taux à zéro par les banques centrales, politique budgétaire, et ça c'est nouveau aussi dans cette crise-là, c'est que les États ont mis la main à la poche pour soutenir leurs économies, leurs entreprises et essayer de maintenir un taux de chômage modéré. D'accord. Vous parliez aussi dans les faits marquants, je crois, de bulles technologiques, etc. Un petit mot là-dessus, un petit éclairage là-dessus? Alors c'est vrai, ça c'est pour moi le second point marquant et qu'il faut garder en tête. Il y a une telle différence de valorisation entre les valeurs de croissance et les valeurs value qui moi m'interpelle parce que historiquement on n'a jamais connu une telle différence de valorisation. Alors ça peut s'expliquer évidemment, dans un monde sans croissance on va donner une prime aux valeurs qui ont de la croissance. Mais ça se manifeste aussi par une bulle sur les valeurs technologiques américaines. Alors je ne parle pas forcément des GAFAM. Les GAFAM, on le sait, on a des fondamentaux qui sont très bons, des résultats en croissance, un chiffre d'affaires en croissance, des marges très élevées. Mais par contre, c'est un peu l'arbre qui cache la forêt, les GAFAM, parce que derrière, il y a énormément de valeurs technologiques aux États-Unis, en Chine, qui ne font pas de résultats et qui ont des valorisations qui sont totalement excessives. D'accord. Donc là, effectivement, cette dichotomie, en quelque sorte, entre les fers de lance et puis derrière une activité qui, certes, est tractée, mais peut-être pas avec les mêmes niveaux de valorisation, donc des possibilités intéressantes. Donc vos grandes convictions et les grands paris, j'aime pas trop le terme de pari, mais qu'on pourrait faire pour 2021 et peut-être d'ailleurs dès cette fin d'année, qui pourrait donner quelques idées, quelques astuces aussi à nos amis CGP. Alors, ma première conviction, c'est que les actions européennes vont enfin surperformer. Pourquoi? Parce qu'il y a un retard de valorisation qui est excessif. On est à 16 fois les bénéfices sur le stock 600 pour l'année prochaine. Quand on regarde le S&P, on est déjà autour de 21 fois. Et quand on regarde le Nasdaq, on est autour de 26, 27 fois. Donc cet écart de valorisation, il va se résorber notamment du fait que le cycle va s'améliorer, du fait des politiques monétaires, des politiques des États également, des politiques de relance, comme on a pu voir en Europe. Donc les actions européennes vont surperformer et elles ont un biais plus cyclique, plus value. Donc pour moi, il y a un vrai potentiel sur ces actions-là. Ça, c'est ma première conviction pour 2021. Ma deuxième conviction, ce sera qu'il faudra être très sélectif sur les actions américaines. Pourquoi? Parce que, comme je l'indiquais, les GAFAM représentent 25-27% du poids de l'indice. Donc vous avez un quart de votre performance qui sera lié à la performance de 5 valeurs. Donc il faudra s'affranchir des actions, enfin en tout cas de ces actions-là, et recommencer à faire du stock picking sur les États-Unis. D'accord. Et là, vous êtes équipé pour justement mettre en place ce stock picking, parce que ça demande quand même des équipes ou une faculté d'analyse assez importante. Bien sûr, et effectivement, au sein de la gestion collective d'Oris, on a 10 gérants et 10 gérants qui peuvent travailler toutes les classes d'actifs, donc on est équipé pour faire cela. D'accord. Un mot peut-être aussi sur le crédit. C'est effectivement une
tendance qu'on verra pour l'année prochaine, hein, c'est l'augmentation des taux de défaut sur le crédit à haut rendement notamment. Hein, on le voit bien, la santé des entreprises a pris un choc énorme avec cette crise, cette crise économique. Et donc, il faudra être très sélectif aussi sur le high yield. Nous, au sein de nos équipes, on a 3 gérants obligataires, donc ça nous permet d'analyser les dossiers, de bien les sélectionner, et on arrive à trouver des sociétés intéressantes qui résistent bien à la crise. Alors justement, c'est quoi ce qui caractérise votre style de gestion, le process que vous pouvez déployer en matière de gestion? Quelques grandes idées là-dessus. Alors, nous, c'est vrai que comme je vous le disais en introduction, nous sommes des experts en allocation d'actifs, donc notre process principal va être l'analyse macroéconomique. Ensuite, dès qu'elle va être aussi découler les politiques monétaires des banques centrales qu'on va regarder, on va aussi analyser les comportements des agents économiques, que ce soit les ménages, les entreprises. Et donc, à travers cette analyse, on va déterminer une allocation d'actifs par la suite, qui va se décomposer entre les actions, qu'elles soient européennes, américaines, émergentes, le crédit, les taux souverains. Et sur le crédit, pardon, je complète, mais il y avait, on peut parler du high yield, des obligations subordonnées d'entreprise, des obligations subordonnées bancaires. Donc on a cette capacité avec nos équipes à intervenir sur toutes les classes d'actifs suite à notre analyse macro. D'où l'envie donc de promouvoir donc un fonds qui sort un petit peu du lot, qui est un fonds d'allocation, donc basé notamment sur une approche macro et sur des thématiques. Alors le fonds s'appelle Horis Diversified Beta, c'est ça? Exactement. Alors quelques grandes caractéristiques, peut-être aussi le pourquoi, donc, mais bon, on l'a compris, de ce fonds, et comment se comporte-t-il? Alors c'est vrai qu'on a créé ce fonds il y a très longtemps, hein. Son track record est très long, il a des bonnes performances, il est 3 étoiles chez... Il a été créé quand, pardon? Il a été créé en 2009. D'accord. Ouais. Mais donc on a un beau recul. Voilà, exactement. On a un track conséquent. Il a des notations 3 étoiles chez les prestataires de recherche que sont Cantalis, Morningstar. Et à travers ce fonds, on a voulu proposer à nos clients, c'est le fonds patrimonial de la maison qui vise un objectif de performance entre 4 et 5% par an. Attention sur le thème patrimonial. Effectivement, ça veut un peu tout et rien dire, mais en tout cas, c'est un fonds diversifié qui peut avoir une exposition action entre 10 et 35% et surtout une exposition au crédit qui peut aller jusqu'à 70% du portefeuille. Et vous activez vraiment ces leviers, ces bornes, oui, pardon. C'est vrai qu'on essaye d'être réactif parce qu'on le voit bien, les marchés sont compliqués, sont contrastés, la visibilité est très réduite, donc on a besoin de cette flexibilité, cette réactivité. Et ça s'est traduit comment justement durant la crise? Est-ce que ces bornes ont été véritablement activées et de quelle ampleur? Au mois de janvier, on avait baissé l'exposition action autour de 15%. D'accord. Et on l'a réaugmenté par la suite pour profiter justement du rebond des marchés. D'accord. Et donc, quelques éléments en termes de performance notamment et de volatilité peut-être aussi. On est dans quel SRRI avec ce fonds-là? Alors, on était dans un SRRI 3. Évidemment, avec l'explosion de la volatilité, on sait que tous les fonds ont franchi une étape sur le SRRI. Donc, on en est passé 4 au cours de l'été. Mais on a bon espoir de retourner à 3 une fois que la volatilité sera normalisée. Et donc, en termes de performance, on est autour de moins 1,90 depuis le début d'année, sachant que sur 2019, par exemple, et sur 2019, on avait fait plus 10% de progression. Et par rapport à l'indice, là, vous disiez donc. Et par rapport à notre indice, on est légèrement supérieur à notre indice de référence, donc on est très confortable avec ce fonds. D'accord. Et donc, si pour conclure, on devait retenir là aussi trois éléments qui permettent de sortir du lot et qui permettent de bien comprendre ce à quoi correspond Horis Diversified Beta, comment je peux le proposer à mes clients et avec quel bénéfice client finalement? Allez, trois mots. C'est simple, pour nous ce fonds il a 3 objectifs. Le premier c'est d'être un fonds complémentaire au fonds en euros. Le deuxième c'est de proposer une allocation diversifiée pour faire face à ces marchés qui sont compliqués et contrastés. Et enfin le troisième c'est de rechercher les meilleurs moteurs de performance adaptés au cycle économique, que ce soit les actions, et dans lesquels on va investir dans des thématiques d'investissement, les marques, la révolution environnementale, évidemment certaines valeurs technologiques dont les prix sont encore raisonnables. Et donc, on va aussi chercher de la valeur au-delà des actions à travers les obligations d'entreprise, qu'elles soient high yield, les hybrides, les subordonnées financières, subordonnées d'assurance. Donc, on a vraiment toute une palette d'investissements pour vous pouvoir proposer un fonds qui est totalement diversifié. Geoffrey Wafka de Salamandre by Horis, merci beaucoup. Merci. Je vais désormais donc accueillir Vania Angelova de BNP PAM.
Donc Vania Angelova, donc responsable des partenariats que tout le monde connaît dans le monde des CGP. Merci de nous avoir rejoints. Donc on va parler cette fois de transition énergétique. Donc avant cela, peut-être rappeler quand même quelques mots sur BNP PAM. Qu'est-ce que ça pèse? On est toujours impressionné quand on entend les chiffres. Oui, BNP Paribas Asset Management est effectivement la filiale du groupe BNP Paribas. On gère aujourd'hui environ 430 milliards d'euros d'encours. On a été créé en 1964. Voilà un encours qui est réparti aujourd'hui majoritairement sur des clients institutionnels versus clients particuliers, mais très équilibré en termes de type de clientèle, entre fonds de pension, je dirais distributeurs, clients particuliers, clients fortunés. Et en termes d'effectifs aussi, on est présent dans 37 pays aujourd'hui, donc une dimension décidément internationale chez BNP PAM, avec 3000 collaborateurs au total et quelques 500 personnes qui sont dédiées à l'investissement, donc à la gestion. Et pourtant, un gros intérêt, un gros focus sur les CGP, et on vous remercie de cette proximité. Alors, chez BNP PAM, dans Grande Maison, avec tous les analystes qui vont bien dans l'ensemble du monde international, c'est quoi l'analyse qu'on peut faire de cette crise, de ce premier semestre, les faits marquants pour vous? Oui, l'effet marquant, c'est une crise inédite parce que c'est une crise qui touche à la fois l'offre et la demande et parce qu'elle vient d'un phénomène exogène aujourd'hui qui est la pandémie. La réaction des pouvoirs publics a été aussi inédite parce qu'on voit le soutien budgétaire et ça c'est nouveau avec notamment, on peut parler du plan Next Generation de l'Union européenne qui est un grand pas vers l'intégration budgétaire de l'Union en tant que telle. On sait que voilà, dans les prochaines années, on ne va pas tout de suite parler et reprendre le débat d'endettement, le débat budgétaire au sein de l'Union. Ensuite, si on doit prendre un peu plus de recul, il était assez facile de prévoir une chute de l'activité suivie d'un rattrapage après. Ça serait un peu plus difficile aujourd'hui de prévoir ce qui va se passer après. Aujourd'hui, on sait que c'est la consommation des ménages qui a démarré, donc c'est ça qui a fait qu'il y a un rattrapage. Et on nous incite à davantage consommer. D'ailleurs, le ministre l'a encore rappelé notamment, hier, consommer. Notamment, mais il va falloir être vigilant maintenant à l'épargne des ménages, à l'investissement. Donc il va falloir lire autrement les données économiques, pas de la façon traditionnelle. Il va falloir aussi être très vigilant à la situation médicale. Et en quelque sorte, c'est un phénomène de grande instabilité que nous constatons après cette crise, parce que c'est une instabilité qui est provoquée par des facteurs imprévisibles, à la fois sociaux, politiques, économiques, qui vont soutenir dans les mois, dans les années à venir, cette grande instabilité. Donc maintenant, il faut faire avec cette instabilité, ça devient un petit peu la norme. Ça devient la norme. D'accord, donc gérer dans ces conditions-là, c'est vrai que c'est pas évident, et notamment la notion de risque, j'imagine, va être très importante. Les grandes convictions de BNP PAM pour 2021? Pour l'année prochaine, on le voit qu'au niveau du cycle économique, on est entré dans une phase de croissance faible et d'endettement élevé, encore une fois voulu par les pouvoirs publics. Ça veut dire que il y aura encore des taux bas, encore plus bas et pour encore plus longtemps, ce qui devrait d'ailleurs être par défaut profitable aux actions. Mais la lecture est un peu plus compliquée parce qu'on se rend compte que la création de valeur ne peut plus venir que de la simple allocation d'actifs. Aujourd'hui, il va falloir être plus sélectif. Qu'est-ce qu'on veut dire par là? Ça veut dire qu'il va falloir être vigilant à la différence entre les entreprises qui sont des leaders, donc qui peuvent et qui savent en fait allouer d'une façon plus efficace le capital, et les autres, entre les entreprises qui savent s'adapter et s'imposer, et les autres. Donc cette sélectivité qui va être dominante selon nous, qui l'est déjà, mais qui va encore plus l'être à partir de maintenant. D'accord, donc on inverse un peu les standards, c'est-à-dire que ça n'est plus forcément l'allocation d'actifs qui est le meilleur contributeur à la performance, mais davantage le stock picking selon vous. Davantage effectivement le stock picking, et c'est vrai que cette crise a accéléré des tendances qui nous avaient déjà conduit à raisonner en termes d'investissement, même avant, parce que plutôt d'éliminer un secteur entier de l'économie, il faudrait maintenant s'efforcer à sélectionner les entreprises, encore une fois, les émetteurs aussi, au sein du monde obligataire, qui sont capables de s'imposer dans le monde demain. Donc ça sera le cœur de votre process de gestion, donc la sélectivité, le stock picking.
Aujourd'hui, c'est déjà le cas et on pense que ça va encore plus s'accélérer dans les années à venir. Donc comment on l'illustre pour bien comprendre justement ce style de gestion, ce process de gestion ? Il y a plusieurs exemples. Il y a effectivement la transformation digitale, la disruption technologique. Tout le monde voit ça comme une énorme tendance aujourd'hui. On voit que ça a été profitable déjà à la santé, à la consommation. On va voir encore plus, je pense, les effets sur la finance, sur l'éducation notamment. Un autre exemple, c'est que cette transformation technologique digitale, elle est très marquante dans les pays émergents. Et nous, on voit aussi un potentiel encore dans les pays émergents dû à ce thème-là. Je peux parler d'un autre exemple aussi, dans un monde qui est mouvant, dans lequel la mondialisation peut refluer. Il y a les petites et moyennes valeurs qui, très certainement, vont tirer mieux leur épingle du jeu parce que elles sont plus présentes sur leur marché domestique. Par défaut, c'est leur marché de prédilection. Et vous avez choisi de nous parler donc plutôt plus particulièrement donc du fonds énergie transition. Donc pourquoi cette transition énergétique, j'allais dire, prend-elle la lumière ou est-elle sur le devant de la scène suite à cette crise ? Quelle est la passerelle, la liaison entre les deux ? Oui, elle l'est forcément parce que la crise a mis en évidence aussi notre système énergétique qui est trop dépendant aujourd'hui du charbon et qui est trop intensif en fait en CO2 et ça ce sont les pouvoirs publics qui vont l'accélérer. On a encore entendu avant-hier la présidente de la Commission européenne qui donnait un objectif pour 2050, 50% de la production énergétique devrait venir des énergies renouvelables. Donc c'est une tendance des pouvoirs publics, c'est aussi une tendance qui vient de la consommation parce que je pense que les consommateurs vont moins demander aujourd'hui des biens et des services dépendants de cette économie et qui ne sont pas capables d'aller vers la transition énergétique à bas carbone. D'accord. Et donc le fonds énergie transition, quelles sont ses caractéristiques principales ? Aujourd'hui, le fonds, il faut dire qu'on l'a depuis 2012. C'était un fonds qui était géré d'une façon classique. En fait, c'était un fonds sectoriel énergie. Et l'année dernière, nous avons accueilli 2 gérants. Nous avons embauché un binôme de gérants pour transformer la gestion de ce fonds-là et pour le tourner beaucoup plus vers la transition énergétique. C'est un binôme de gérants qui travaillent ensemble depuis 2001. Donc, ils se connaissent très très bien. Ils ont développé un outil propriétaire de notation et de reporting aussi sur les indicateurs d'impact notamment. Et donc depuis un an, ce fonds est géré selon un nouveau process dont l'objectif est de sélectionner des entreprises qui vont être actives dans la transition énergétique selon 3 sous-thèmes. Et c'est ça qui est très intéressant. Le premier, c'est tout ce qui est décarbonisation, donc les énergies renouvelables. Le deuxième, c'est tout ce qui est dématérialisation, donc efficience énergétique, tout ce qui vient des innovations. Et troisième, c'est la décentralisation, donc tout ce qui est transport, stockage aussi des énergies. Donc ce sont des 3 thèmes, sous-thèmes, si je peux dire, qui sont présents aujourd'hui dans le portefeuille depuis un an. On voit un encours d'environ 475 millions d'euros sur ce fonds-là, avec des performances je dirais spectaculaire depuis un an. De quel ordre ? De l'ordre de 79% sur un an. On regarde aussi les performances sur 5 ans, parce qu'il faut aussi regarder ce que le secteur de l'énergie a fait. Mais je pense que la façon dont le fonds est géré est reflétée aujourd'hui dans la performance sur un an. Qui est ce que je viens de citer. Et avec une connotation également ISR ou Greenfin ou des choses comme ça, ou pas encore, ou en tendance Oui, en tendance. Déjà embarqué, si j'ose dire, mais pas noté. Même déjà embarqué, puisque nous sommes sur le point de candidater pour avoir le label ISR d'État, aussi pour ce fonds-là. Et donc, on va ajouter ce fonds à une 40aine de fonds qui sont déjà labellisés ISR chez BNP Paribas. Et donc, pour ce fonds, BNP Paribas Énergie Transition, si on doit retenir là aussi 3 arguments force, quels sont-ils ?
Le premier argument, c'est sans doute l'argument d'un thème. Et d'un thème, je pense, qui est un peu plus que les autres thèmes qu'on gère au début d'un momentum intéressant. Je pense qu'on est un peu plus au début d'une tendance que sur les thèmes qui sont purement de disruption technologique, de consommation, etc. Le deuxième argument, c'est vraiment la valeur ajoutée des gérants. Voilà, l'équipe qui se connaît depuis longtemps et qui a une approche très originale. Et troisièmement, un fonds qui est volatile, certes, je tiens à le préciser, mais un fonds qui, en termes de performance, moi je pense qu'il peut ajouter une valeur ajoutée vraiment dans le portefeuille aujourd'hui de nos partenaires CGPI. D'accord, donc une grande maison, mais il y a encore une dimension humaine, et ça c'est important, on va retenir ça. Vania Angelova, donc de BNP PAM, merci beaucoup. On voit que dans cette grande maison, il y a encore de l'humain et c'est très bien. Je vais rejoindre maintenant donc Benoît Pelloal de Vega Investment Managers, où nous allons également parler de disruption, puisque donc c'est l'objet du fonds dont on va parler plus particulièrement. Bonjour Benoît. Bonjour. Nous accueillons donc Vega Investment Managers avec Benoît Pelloal, donc gérant chez Vega, et avec qui on va parler de disruption. Donc je pense que là, il y a de quoi alimenter le sujet avec la crise qui a forcément accéléré un certain nombre de sujets. Alors tout d'abord, peut-être, parce qu'on n'a peut-être pas toujours ça en tête, quelques mots sur la maison Vega. Alors Vega est une société de gestion qui appartient au groupe Natixis. On gère un peu plus de 8 milliards d'euros sous encours à travers différents métiers, de la gestion sous mandat, de la gestion d'OPCVM et du conseil et sélection d'OPCVM. Et la spécificité de Vega, dans la galaxie des sociétés de gestion affiliées à Natixis, c'est d'appartenir à la gestion de fortune du groupe. Et donc, ça a son importance puisque ça confère à l'ADN de notre gestion, à notre philosophie de gestion, un angle beaucoup plus patrimonial. D'accord, et donc forcément un regain d'intérêt pour revenir, parce qu'il y a eu quelques atermoiements aussi, mais être en tout cas très présent désormais auprès des conseillers en gestion de patrimoine. Effectivement, c'est une clientèle finalement assez naturelle de notre style de gestion et de notre ADN de gestion. D'accord, donc cette proximité, on la salue et merci encore. Alors si on revenait du côté de Vega, Natixis, peut-être aussi sur justement les grands éléments qu'on peut interpréter de ce premier semestre, il y a beaucoup de choses. Alors effectivement, il s'est passé beaucoup de choses, on a vécu une crise assez inédite et pour l'ensemble de Vega, on est plutôt satisfait de la bonne résistance de la société à ce qui s'est passé. Nos encours ont bien tenu, on n'a pas eu significativement de décollecte, on a même plutôt collecté. Et ça repose notamment sur justement le style de gestion de la maison, puisque Vega se caractérise par un style de gestion très orienté valeur de croissance, qualité, qui s'est plutôt bien distingué justement dans les pires moments de cette crise. D'accord, très bien. Et donc, autour de ces éléments, de ces faits marquants, qu'est-ce que ça met en exergue comme conviction finalement de cette grande maison de gestion ? Écoutez, alors les grandes convictions de la maison sont déjà face à cette reprise, c'est de considérer cette reprise comme relativement progressive. On n'a jamais cru à une reprise en V, un retour à la normale de l'activité. En réalité, ça va prendre beaucoup de temps, cette normalisation. Et donc ça, c'est le premier élément. Alors ça ne veut pas dire qu'il ne faut rien faire, notamment sur les marchés actions. On conserve une vision qui est raisonnablement optimiste, mais effectivement, il faut faire très attention aux thèmes qu'on va jouer. Pour notre part, nous sommes une société de gestion croissance. On croit toujours dans ce contexte-là, justement, à l'attrait des valeurs de croissance, puisque c'est pour nous un style de gestion qui est parfaitement adapté justement au monde d'après. On va rester dans un environnement de taux très bas, et justement les banques centrales l'ont confirmé pas plus tard que cette semaine, et ça c'est un environnement qui plaide en faveur des valeurs de croissance. Et l'autre raison, c'est que dans ce contexte-là, de reprise très progressive, la croissance des profits va rester relativement rare, et donc toujours beaucoup d'appétit de la part des investisseurs pour ces valeurs de qualité, ces valeurs de croissance qui sont capables de donner plus de visibilité, et donc une valorisation toujours plus élevée. Et donc on a vu durant la crise également l'accélération sur tout ce qui était phénomène de digitalisation, de dématérialisation, etc., qui est devenu un leitmotiv ou un élément central dans toutes les organisations de toutes les entreprises, y compris les nôtres d'ailleurs. Et comment vous l'interprétez également et comment vous pouvez ensuite surfer en quelque sorte sur cette vague ? Alors justement, c'est ce qu'on a pu observer notamment à travers la gestion de notre gestion thématique et plus spécifiquement ce fonds Vega Disruption. Cette crise a une spécificité, c'est d'avoir des conséquences quasi dramatiques pour certains secteurs, mais à l'inverse d'être une véritable opportunité pour tout un tas d'autres secteurs. Et justement, vous évoquez la digitalisation.
gestion, c'est un des gros thèmes qu'on joue au travers de ce fonds, c'est qu'on a fait tout simplement en 2 mois ce qui normalement aurait pris des années sur tout un tas de secteurs. Et c'est justement, alors c'est la partie la plus visible, et notamment avec la mise en place du télétravail, auquel on a tous été soumis rapidement, mais ça va beaucoup plus loin. Et on s'aperçoit qu'il y a des comportements maintenant quasiment irréversibles qui se sont inscrits à l'issue de cette crise. Le e-commerce, aujourd'hui, la plupart des consommateurs ont intégré une dose plus importante de commerce à distance dans leurs activités, l'éducation à distance, la possibilité de consulter son médecin à distance, le paiement sans cash, toutes ces tendances très lourdes sont pour nous maintenant quasiment irréversibles. Un accélérateur de tendance incontestable. Alors justement sur la dimension disruption donc, sur laquelle vous avez bâti un fonds en quelque sorte, c'est quoi le style que vous allez adopter, quelles sont les grandes étapes du process de gestion? L'idée générale de ce fonds, c'est la méthodologie, c'est d'investir dans des sociétés qui sont à l'origine de grands bouleversements sur un secteur d'activité, ou dans le meilleur des cas, vont être à l'origine de la création même d'un nouveau marché. Mais est-ce que tous les secteurs d'activité ont été touchés? On le sait. Est-ce que justement on arrive à différencier, à identifier des secteurs plutôt que d'autres, alors que la première approche viserait à dire tout le monde a été touché? Non, justement, c'est la spécificité de cette crise, c'est qu'il y a des secteurs pour lesquels il y a même une perte d'activité quasiment irrémédiable, alors que pour d'autres, ça a même été générateur de business. Exactement. Et quand on regarde notamment, c'est tout l'intérêt de ces sociétés disruptives que nous recherchons, c'est qu'en réalité, cette disruption, elle n'arrive pas par magie. Elle repose sur des grandes tendances très structurelles, très lourdes, et qui ont pour avantage de ne pas être remises en cause quand le cycle freine, voire même quand l'économie s'arrête complètement. Et ces tendances-là, qui sont à l'origine de la disruption, on les connaît bien, c'est des vagues d'innovation technologique, mais pas uniquement. Ce sont des évolutions démographiques, sociétales, le changement des modes de consommation, la transition énergétique, tous ces phénomènes de long terme entraînent des phénomènes de disruption qu'on essaye justement d'exploiter. Alors ça, donc on voit un peu mieux effectivement les secteurs d'activité qui pourraient être votre cible privilégiée également, mais est-ce que ça met en exergue également certaines zones géographiques ou certains styles de gestion plutôt que d'autres? Alors en termes de zones géographiques, pour le coup, on a un univers d'investissement qui est global. Alors il sera très sérieusement tilté États-Unis, puisque c'est beaucoup aux États-Unis où il y a une dimension technologie très importante, où on va trouver beaucoup de sociétés, mais c'est justement un des efforts qu'on fait avec ce fonds, c'est de ne pas se limiter au secteur de la technologie. Pour nous, la disruption n'est pas uniquement liée à la technologie est un outil, mais en réalité, on a des phénomènes de disruption sur tout type de secteur. Donc, en termes de zones géographiques, on investit sur toutes les zones géographiques, mais principalement États-Unis et Europe. Et en termes de secteur d'activité, on est aujourd'hui très pondéré, notamment sur la technologie, mais pas uniquement, beaucoup de valeurs de consommation dans l'industrie, mais également dans la santé. D'accord. Donc les grandes caractéristiques, les points majeurs à comprendre ou à connaître de Vega Disruption, c'est quoi? Pour résumer, c'est l'assurance d'investir dans des sociétés qui sont des vraies valeurs de croissance au sens visibilité et qualité. Et ça nous semble déterminant dans l'environnement actuel et justement qui ressort de cette crise, de l'environnement de taux bas, de la croissance qui reste rare et qui mérite une prime de valorisation élevée. Le deuxième élément, c'est d'avoir une véritable vision de long terme. En réalité, quand on construit un portefeuille où on identifie les sociétés disruptives, on joue des phénomènes de très long terme. Et quand on construit ce portefeuille, pour jouer la robotisation de l'économie, la digitalisation, l'intelligence artificielle, on construit des portefeuilles sur plusieurs années, avec des convictions pour plusieurs années, voire même une décennie, et pas des convictions tactiques de très court terme. Et le dernier élément, c'est l'assurance aussi d'utiliser les expertises de la maison, à la fois le stock picking, valeur de croissance, mais également une véritable vision macro, donc une vraie analyse top-down, dans laquelle on essaie justement d'avoir une vraie vision et des convictions sur l'économie, et justement d'essayer de choisir ces phénomènes de long terme qui sont générateurs de disruption. Et donc à ce moment-là, pour conclure peut-être, Vega Disruption, ça prend quelle place dans une allocation d'actifs? Alors vous allez me dire évidemment une place majeure, mais voilà, de par l'expérience que vous en avez, ça, selon vous, ça correspond à quoi finalement en matière d'objectif patrimonial peut-être, et quelle place ça prend? Alors c'est très intéressant comme question, puisque c'est un placement 100% action, donc évidemment ça intervient dans une allocation active dans la dimension actif risqué. Mais c'était justement, cette année a été l'occasion de le démontrer, on est très satisfait du comportement en termes de risque du portefeuille, puisque l'une des objections de début d'année, avant cette crise, était de dire attention, on investit sur des thématiques plutôt cycliques,
à bêta élevé, avec notamment beaucoup de valeurs technologiques. Au premier retournement de marché, ça risque d'être très compliqué. Or, on a vécu une phase extrêmement difficile avec une économie qui n'a pas ralenti, qui s'est totalement arrêtée. Et justement, on voit que les valeurs de technologie notamment ont changé de statut dans ce contexte-là, ont même prospéré sur cette crise en réalité, n'apparaissent plus du tout comme des valeurs cycliques, mais au contraire des vraies valeurs de qualité. Et ça, c'est un changement fondamental. Et c'est ce qui fait que, plus spécifiquement sur ce fonds, qui est 100% action, dans un contexte comme celui-ci, on arrive à afficher une performance depuis le début de l'année qui est d'un peu plus de 8% par rapport à un indice de référence qui, lui, recule d'un peu plus de 2%. Bien, Benoît Pelloal, merci beaucoup donc, de ces explications pour le fonds Vega Disruption. Donc, on a une meilleure approche de ce fonds. Merci beaucoup. Je vais désormais rejoindre donc Léonard Cohen de Ginger qui va nous parler des convictions également de Ginger et des perspectives d'investissement. Bonjour Léonard. Bonjour Thierry. Bien, nous avons donc plaisir désormais à accueillir Ginger en la personne de Léonard Cohen, donc un des grands acteurs de la gestion active et qui intervient très fréquemment sur le sujet. Léonard, avant d'entrer dans le vif du sujet, peut-être quelques rappels sur la maison de Ginger AM. Donc aujourd'hui, ça pèse quoi, ça représente quoi? C'est un peu moins de 250 millions d'euros. C'est un fonds, un seul et unique fonds. C'est une originalité. 8 collaborateurs, donc équipe très concentrée avec deux de mes collaborateurs. Nous nous connaissons et nous avons travaillé depuis 25 ans dans des maisons différentes. Donc vous voyez, c'est très concentré. Donc une grande fidélité également. Donc, fidélité et aussi dans la démarche, l'idée que les marchés ont évolué, se sont transformés et qu'il fallait les expliquer pour pouvoir investir. C'est vrai que la dimension didactique chez vous est quelque chose de très important, ça fait partie un peu de l'ADN. Alors avant de revenir sur ces sujets-là et de revenir également sur le fond, mais c'est effectivement une originalité et une expertise donc tout à fait avérée et assumée. Qu'est-ce qu'on peut retenir comme grand moment de ce premier semestre extrêmement chahuté, extrêmement chaotique? En fait, il n'est pas si chaotique que ça. Il y a un événement, et tout le monde, je pense que dans toutes les interviews, vous l'avez entendu, c'est la pandémie. Par contre, il y a un point de départ à la pandémie, c'est qu'à la surprise générale, l'économie était en train de se relever. Ou plus exactement, le cycle était en train de se maintenir. Tout le monde avait eu peur déjà de la crise économique liée aux barrières commerciales engagées par Trump et les Chinois. Donc on arrivait sur un point haut de marché. Et tout d'un coup est arrivé l'imprévisible, l'arrêt complet de l'économie souhaité par les gouvernements pour tenter d'atténuer les effets du virus. C'est quelque chose de très important parce que ce n'est pas le ralentissement de l'investissement, ce n'est pas le ralentissement de la consommation qui ont généré ce problème. C'est bien une variable exogène qui a complètement perturbé le système. Mais c'est là que ça devient intéressant. C'est qu'on a créé une récession. On a créé une récession. Une récession flash. Et depuis le 18 mars, et on va y revenir, on a un rebond des marchés financiers. Donc c'est un coma artificiel qui a été provoqué par les gouvernements et désormais donc on peut repartir sur de bonnes bases. 18 mars c'est important aussi, vous avez raison, parce que c'est le moment où on est en confinement et pourtant les bourses repartent. Ouais. Bizarre, encore bizarre, ça mérite des explications. Voilà, c'est pour ça qu'on s'est créé. Et bien le 19 mars, on a fait un zoom pour dire attention. Les banquiers centraux sont intervenus, ils ont stabilisé les taux d'intérêt alors qu'il y avait panique. Attention, il se passe quelque chose sur les marchés financiers qui permet de revenir à une analyse concrète. Ceux qui ont suivi ont pu prendre 35%. Exactement. Il n'y en a pas beaucoup. C'est vrai. Le monde aujourd'hui de la gestion, et vous avez fait beaucoup d'interviews, il est face à la peur de tous les investisseurs. Regardez, on fait l'interview sans le masque, et pourtant, dès qu'on va sortir, on aura un masque. On va vivre avec cette peur et on va devoir vivre avec cette peur. On a respecté la distanciation. Voilà. Et on prend des précautions. Donc, tout cela vous amène à quelle conviction majeure pour 2021 quel pari faut-il prendre pour 2021 du point de vue de Ginger? On était sur les industriels et les financières avant. Et on est aujourd'hui également sur les industriels et les financières pour une et unique raison. C'est que
on est désormais après la récession flash en début de cycle. Et en début de cycle, on achète le cycle. Alors la mode, les flux vont vers le disruptif, vont vers l'évidence. Mais si vous regardez vous-même les rebonds qui ont été réalisés depuis le 18 mars, vous apercevrez que vous aurez des valeurs du secteur automobile qui ont rebondi. Regardez un Valeo, regardez des Daimler. Vous verrez que des financières ont rebondi. Et puis il y a un autre phénomène aussi en parallèle, c'est que depuis le 15 mai, depuis l'extraordinaire rebond des valeurs technologiques, eh bien on commence à avoir une surperformance du marché européen sur le marché américain en euros. Donc il se passe des choses dans un marché comme celui-là. Et donc nos convictions, c'est, grâce au plan de relance, on a de l'argent qui arrive sur des secteurs industriels qui étaient dans des situations dramatiques. Le souhait de sauver de l'emploi est complètement à l'opposé de la dynamique qui était jusqu'à présent. Ce n'est plus simplement les baisses de taux d'intérêt qu'il faut voir pour soutenir l'économie, c'est également ces plans de relance. Et ces plans de relance amènent à des modifications de valorisation sur certains secteurs qui étaient complètement délaissés. C'est pour ça que nous pensons que progressivement, la valorisation va devenir le point clé de 2020-2021. Regardez début septembre, des Apple, des Tesla, tout d'un coup, après leurs 40% de hausse pendant l'été, pour 20 000 raisons justifiées, eh bien, amène à ce que certains se posent la question de savoir si on n'est pas allé trop loin. 2200 milliards de capitalisation boursière pour Apple, 500 milliards de capitalisation boursière pour Tesla. Très bien, c'est normal. C'est normal ? Peut-être pas. Ouais, on est en avancement de phase par rapport à la vraie économie. Et rappelez-vous de 2000. Il faut que ça converge. Rappelez-vous de 2000. Ouais, c'était juste. Il y a bien eu... Et alors, comment cela induit, donc, peut-être pas une modification, peut-être au contraire un renforcement du style de gestion, du process de gestion que vous avez, alors non pas sur vos fonds, mais sur le fonds Active 360 ? Nous n'avons qu'un seul fonds, c'est Ginger Active 360. Nous n'avons qu'un seul objectif, c'est analyser les risques pour identifier, séparer la peur du risque. À chaque fois, 2016, 2018, 2020, grâce à l'allocation d'actifs que nous avons réalisée, on a évoqué qu'il y aurait rebond. Qui eût pu croire, fin 2018, que le marché allait prendre 20% en 2019 ? Pas beaucoup de monde en début 2019. On fait ça. À côté de ça, on cherche la valorisation associée aux sociétés. Nous trouvons que certains secteurs à la mode sont beaucoup trop chers. Nous trouvons qu'il y a, par contre, des valeurs oubliées qui n'ont pas d'acheteurs pour le moment, parce que ce n'est pas à la mode, parce que vous n'y allez pas, vous, investisseurs. Mais à côté de ça, notre rôle, en tant que gérant d'actifs, c'est d'arriver à identifier de la valeur aux choses et de se placer dessus. Regardez ce qui se passe en ce début septembre, des opérations financières dans quoi ? Dans la banque, dans la chimie. On commence à voir des acheteurs parce qu'il y a une nécessité de consolider. Mais maintenant, ça se fait maintenant, parce qu'il y a un avenir quand même, grâce au plan de relance. Donc c'est d'autant plus important d'avoir cette dimension, cette posture de gestion active et de stock picking, et tout n'est pas acheté de la même façon et de façon unilatérale dans un secteur d'activité ou dans une zone géographique. Merci de le résumer avec vos mots, c'est bien le reflet de ce que nous voulons faire. Dans un moment où la gestion active est délaissée, notre rôle reste et restera toujours de donner un prix aux choses. Et un petit mot quand même sur la dimension didactique. Moi, je suis très attaché à ça. On sait que Ginger met beaucoup d'énergie pour expliquer, faire comprendre les choses. C'est peut-être encore plus le moment de le faire. Je crois que c'est ce qui peut sauver la gestion active. Nous ne disons pas que nous sommes les meilleurs, nous ne disons pas que nous sommes les seuls et que nous sommes des professeurs nimbus à devoir tout expliquer, mais la seule façon de vous faire revenir vers nous, ce sera de vous expliquer les choses et dans le temps, dans la durée, vous faire comprendre que c'était pas si bête que ça. Alors, et le fonds Ginger Active 360, donc aujourd'hui, s'est comporté comment ? Écoutez, il a beaucoup baissé puisque nous étions positionnés sur les valeurs industrielles et cycliques, mais depuis le rebond, depuis le 18 mars, nous surperformons des indices actions alors que nous sommes un fonds diversifié. Donc dans le rebond de 35%, si les investisseurs étaient venus chez nous, ils profitaient complètement de ce rebond. Et nous pensons
que la suite, elle n'est pas sur les taux d'intérêt, elle n'est pas sur les secteurs qui sont évoqués par tous. Il y a encore de la valeur sur des segments qui sont en attente. Pourtant, les performances passées ne préjugent pas des performances futures, mais comme dit Bruno Zarraia de façon très juste, ça préfigure probablement des compétences futures. Donc je lui emprunte cette expression. Oui, si on devait retenir 3 éléments clés de Ginger Active 360, dont les CGP pourraient user, abuser peut-être aussi, pour l'inscrire dans ces allocations d'actifs. Écoutez, d'abord, on est un fonds diversifié, donc on peut tout faire. Et pourtant, on a 85% d'actions. Qui l'eût cru dans ce moment de peur. C'est audacieux. C'est audacieux, mais ça veut dire que tous les actifs pour nous autres sont trop chers. D'accord. C'est audacieux, mais pas kamikaze. C'est ce que l'histoire dira, justement. La deuxième des choses, c'est que les risques ne sont pas là où ils croient. Le premier risque, c'est la liquidité. On l'a vu. Le premier risque et l'unique risque lié à la gestion active, c'est la liquidité. Troisièmement, et le plus important pour nous, c'est qu'il faut être capable de donner du temps. Ce n'est plus l'objet aujourd'hui, tout le monde court, mais on peut faire des excès de vitesse assez rapidement. Rappelez-vous de 2000, l'inversion, plus personne ne voulait de l'ancienne économie. Et que s'est-il passé pendant 2 ans? Moins 40 sur les indices, donc les trackers, et plus 40 sur l'économie traditionnelle. Léonard Cohen de Gingerem, merci beaucoup de ces convictions et de cette présentation, de ces explications qui nous enrichissent véritablement. Donc, nous allons désormais accueillir JP Morgan avec Stéphane Vautron. J'accueille désormais la maison de gestion JP Morgan, donc avec son représentant Stéphane Vautron, qu'on a toujours plaisir à entendre à de multiples occasions. Donc cette fois, on va parler, merci, cette fois, on va peut-être pas forcément se focaliser sur l'ISR, quoique, on verra, mais en tout cas sur des fonds plus macro, etc. Oui. Et donc on verra qu'il y a encore évidemment des choses à raconter, et de belles choses à raconter sur ce sujet. Peut-être avant de démarrer dans le vif du sujet, quelques rappels peut-être sur la maison. Très rapidement. Oui, bien sûr. Et en plus, ça reprécisera, je pense que ça remettra en perspective l'ADN de la maison qui est très cohérent avec une gestion globale macro, puisque JP Morgan Asset Management, au-delà des encours, qui nous donne une certaine assise, c'est plus de 2000 milliards d'actifs, donc effectivement, il y a un peu de taille. Mais surtout, ce qui intéresse nos amis investisseurs et conseillers, c'est je dirais, le savoir-faire et les compétences qu'on peut aligner face à ces encours et les plus de 1000 gérants et analystes que nous alignons à travers le monde, et pas seulement aux États-Unis. C'est un élément important aussi, c'est d'avoir justement cette plateforme qui est très mondiale, qui est vraiment globale et qui nous permet d'avoir quelque part une multiplicité d'entrées en termes d'informations, puisque de toute façon, notre exercice de gestion à tous, et en particulier dans le cadre d'une gestion globale macro, mais de toute façon, quelle que soit la gestion active dont on parle, c'est l'avantage d'information et l'analyse de cette information qui peut nous permettre de générer de la performance dans la durée. Et donc le dispositif de ce point de vue-là est de très bonne qualité. Alors là, en matière d'information, il y a eu des inputs durant ce premier semestre. Donc comment avez-vous interprété et quel enseignement vous tirez donc de ce premier semestre 2020 ? On n'a pas manqué d'informations, c'est sûr. Alors c'est vrai que c'est comme pour tout le monde, bien sûr, un environnement inouï qui nous a appris à tous à travailler autrement. Alors heureusement, on était déjà bien outillés, on avait des équipements. Mais je dirais que quelque part, ce qu'on retiendra en termes de marché quand même, c'est quelque part la réaction extrêmement rapide, bien évidemment, du marché. Ça, c'était assez logique étant donné la dépression envisageable qu'on avait en termes d'activité économique. La réponse très forte et très coordonnée des autorités monétaires, mais surtout des gouvernements, et ça c'est très nouveau, puisqu'on a vécu 10 ans de perfusion monétaire qui n'était pas accompagnée de relais budgétaires. La grande nouveauté de cette crise, c'est le relais du budget. Et puis, quelque part, du coup, l'efficacité de cette reprise, mais avec un marché qui a effectué une reprise en V, alors même que l'activité économique, bien évidemment, ne l'a pas encore fait. Et donc, une suranticipation de bonnes nouvelles qui rend notre rôle d'investisseur d'autant plus complexe, parce qu'on navigue entre des perspectives qui sont sauvegardées, mais des valorisations qui sont assez tendues. Ouais. Et donc, justement, les convictions pour vous sur 2021 ou déjà cette fin d'année, qu'est-ce qu'on peut véritablement mettre en avant comme grand pari chez vous ? Alors la première des convictions, qui est le pendant de la réaction des différentes autorités budgétaires et monétaires, c'est que les taux sont bas pour longtemps. Ça fait des années qu'on attend une normalisation de taux et de politique monétaire. Le Covid aura prolongé cette attente probablement de plusieurs années, et avec tout le corollaire qui va avec, c'est-à-dire le retour en grâce de la décote et de la value probablement. C'est-à-dire que si on va devoir évoluer avec ces taux bas
pour longtemps, tout simplement parce que personne ne peut encaisser une remontée de taux, et surtout pas les décisionnaires. Le système financier ne tiendrait pas. Et donc, on va devoir continuer à évoluer dans ce contexte de taux réels négatifs, ce qui a une conséquence très claire, c'est la prédominance du thème croissance en règle générale, d'un point de vue géographique ou sectoriel. On a une autre conviction très forte quand même qui est très structurelle, qui est un peu moins conjoncturelle, c'est tout de même le fait que les actifs asiatiques, la Chine en tête bien évidemment, en particulier dans le cadre de cette crise, puisqu'ils ont été les premiers à en sortir, à retrouver une activité en cours de normalisation, mais aussi parce que structurellement, on a une économie qui continue à croître à un rythme plus modéré, puisqu'on atteint des niveaux de développement qui sont très importants, mais néanmoins, c'est sans doute sous-exploité dans les portefeuilles, étant donné qu'on a un marché de croissance forte, pas trop valorisé, donc là où on trouve des niveaux de valorisation qui sont en décote significative par rapport à ce qu'on a dans les marchés développés, et donc avec des perspectives longues qui sont assez rassérénantes. Donc ça, c'est quand même un élément sur lequel je pense qu'on doit construire des allocations, et d'ailleurs sur l'ensemble des classes d'actifs. On pense souvent aux actions chinoises, on peut aussi avoir des réflexions sur la dette, sur laquelle on peut avoir d'innovation. La dette va connaître le même parcours quelque part que ce qu'ont connu les actions, avec l'inclusion dans les grands indices obligataires et bien d'une proportion croissante de dette chinoise. Donc ça fait un vent arrière supplémentaire. C'est technique, mais c'est un élément très important à avoir en tête. Puis le dernier point, je pense quand même, c'est que la volatilité est de retour, et pour un moment. Il va falloir faire avec, et elle ne va pas s'en aller, puisque quelque part, on va faire que mesurer le point de passage par rapport à un horizon fin 2021 où on devrait, on l'espère, retrouver le niveau d'activité pré-crise. Mais pour vous, c'est générateur d'opportunités. De toute façon, cette volatilité qui revient en force et qu'on trouve un petit peu sur tous les marchés. Alors justement, comment ça va contribuer, comment ça va alimenter ou être un input là aussi pour vos différents process de gestion? Est-ce que vous allez modifier les choses ou est-ce que, au contraire, vous dites, grâce c'est pas cynique de ma part, grâce à ces nouveaux enseignements, alors on va confirmer nos process et on est certain d'être dans la bonne voie. Alors je pense que la méthode ne change pas en réalité, c'est-à-dire qu'on va enrichir, je dirais quelque part, l'actualité va nous permettre d'enrichir les outils. D'accord. Mais le système fondamental reste le même. Le système fondamental reste le même, et d'ailleurs on a beaucoup de process, mais l'ensemble de la gestion active en règle générale, mais on a beaucoup de process qui se nourrissent de volatilité et de dispersion, ce qui va nous permettre d'être améliorés. Quelque part, ce sont les outils. Je peux penser par exemple à notre outil de gestion Spectrum qui agrège de la donnée tous azimuts, quelle que soit la littérature en question, de la recherche broker ou des publications plus académiques, et qui va nous permettre d'avoir des filtres et des moteurs de recherche basés sur des recherches thématiques, des mots, pour identifier des valeurs de façon niche, mais ça reste un outil de prise à la décision. Les méthodes restent les mêmes. D'accord. Alors justement, aujourd'hui, on se dit global macro, est-ce que ça fait rêver par rapport à des gens qui vont nous parler de disruption, d'économie nouvelle, de transition énergétique, etc. Est-ce que c'est pas à contre-courant? C'est sans doute à contre-courant. Et d'ailleurs, c'est un des messages, c'est de pouvoir, justement, on constate, comme tout le monde, y compris dans notre gamme, on a un grand succès de collecte cette année sur nos fonds plus thématiques. On peut penser à la santé, on peut penser aux valeurs technologiques. Et on s'en félicite, parce que ça fait des années qu'on se dit on manque quand même cruellement d'actions dans la collecte. C'est plutôt une très bonne nouvelle. Ces thématiques permettent d'orienter les investisseurs vers plus d'actions. Mais néanmoins, je pense que ce virage s'opère peut-être un peu à 180 degrés. Et on souhaite continuer à accompagner cette prise de risque structurelle avec des outils comme Global Macro Opportunities qui sont des véhicules qui, eux, justement, peuvent très bien se comporter dans des cadres de volatilité, se nourrir de volatilité et générer de la performance sur des marchés compliqués. Le but étant de pouvoir tenir les positions actions dans la durée. C'est un fonds qui ne s'envisage qu'en combinaison. Alors, comme tous, ça devrait toujours être le cas, mais en particulier pour celui-ci où on a plus à faire un outil de construction d'allocation, un outil de construction de portefeuille, mais qui est plutôt très efficace dans la durée parce que corrélé avec aucun actif traditionnel et donc fonctionnant très bien en combinaison avec les actions. Oui, qui se nourrit finalement de toutes les opportunités sur tous les marchés indifféremment, sans distinction aucune. Alors justement, quelles caractéristiques peut-on donner de ce fonds? Bien, justement, le Global Macro. Un Global Macro Opportunities, en fait, il va faire... Il comporte tout dans le nom peut-être déjà? Il y a pas mal de choses dans le nom, mais l'idée c'est vraiment de faire de l'arbitrage entre classes d'actifs, entre zones géographiques, sans orientation préalable, c'est-à-dire qu'il y a très peu de contraintes. La contrainte du fonds, en revanche, est très claire et respectée, c'est d'avoir un profil de risque mesuré en volatilité. Donc le fonds doit avoir une volatilité inférieure à 10 sur 3 ans. C'est une des caractéristiques du fonds, y compris
dans l'environnement actuel de forte remontée de la volatilité où on voit qu'il y a beaucoup de produits sur lesquels le SRRI est rehaussé. Ce n'est pas le cas de Global Macro Opportunities dans la mesure où son niveau de volatilité est resté stable pendant la crise, puisque justement, il n'y a pas de borne. En revanche, le mandat, c'est de tenir un profil global en termes de volatilité. Donc on est sur un SRRI de... Alors 5, parce qu'on a décidé de le rehausser malgré la volatilité à 3 ans qui est inférieure à 7. Mais néanmoins, comme on utilise des produits complexes et dérivés, notre risk management a décidé de rehausser le DCI 5. Mais néanmoins, pour une allocation, par la combinaison de la faible vol et de la faible corrélation aux actifs traditionnels, le fonds a un impact de réduction du SRRI global de l'allocation, toutes choses égales par ailleurs, parce que justement, il introduit de la diversification. D'accord. Donc là également, on est sur un fonds donc, qui va jouer effectivement le côté global avec comme contribution à la performance finalement l'allocation, plus que le stock picking. Absolument. Voilà, donc chez JP Morgan, vous revendiquez véritablement cette... sur ce produit, assurément. Et d'ailleurs, un de nos éléments, c'est une des grandes facultés de génération de performance de l'équipe, c'est sa capacité tactique. Et donc, une des forces et une des contraintes aussi qu'on va avoir, même si elles sont peu nombreuses, c'est la liquidité des sous-jacents. Le fonds doit pouvoir bouger rapidement, il fait quand même 4,5 milliards, et donc l'idée c'est de pouvoir augmenter ou baisser les pondérations de façon très sensible, comme on l'a fait pendant la crise, où on est passé d'une exposition nette action de plus de 40% à moins de 0, on est passé en expo nette négative en seulement quelques séances, et ça on a cette faculté parce qu'on ne traite que sur des sous-jacents côté extrêmement liquide, et ça pour nous c'est un prérequis. Et ça a effectivement une dimension actuelle très importante et un impact très important. En termes de performance, peut-être rappelons de quelques mots sur la performance du fonds. Alors la performance long terme, elle est évidemment au rendez-vous, l'équipe de gestion travaille avec cette méthode depuis 2012 et depuis cette période, on a réussi à générer une performance annualisée à peu près en ligne avec le profil de volatilité, donc à peu près un ratio de Sharpe de 1, avec une performance annualisée qui a été de près de 6%. Et puis cette année, surtout de façon très atypique, on affiche une performance de plus de 5% depuis le début de l'année au moment où on se parle, donc c'est plutôt une très belle performance. Mais la différence, c'est qu'un élément important, c'est que le fonds n'a jamais été négatif depuis le début de l'année, à quelque moment que ce soit. Et c'est bien ça qui est important dans ce fonds-là, c'est la complémentarité qu'il peut apporter en termes de séquence de performance. Il est souvent décevant sur marché haussier. Quand le marché est lisse, c'est très difficile avec cette méthode de générer de la performance. L'idée, c'est d'avoir quelque chose de complémentaire. Si on voulait conclure avec très rapidement trois arguments force sur ce fonds. C'est la complémentarité par rapport aux actifs traditionnels, générer de la performance au moment où on n'y attend pas. C'est quelque chose d'extrêmement diversifié et global, donc quelque part en une ligne, on a énormément d'actifs internationaux et un bon socle d'allocation, et c'est quelque part le garant de pouvoir porter des actifs risqués, actions, et de pouvoir les réconcilier avec le profil de risque du client. Les deux n'étant pas toujours nécessairement compatibles, l'idée c'est justement d'avoir un outil qui va permettre de tenir des actions dans la durée qui vont générer de la performance. En tout cas, un fonds qui va servir en matière de fonds de portefeuille et de diversification. Merci beaucoup Stéphane Ventron donc, de JP Morgan. Je vais désormais rejoindre Julien Kistrebert donc de Montségur Finance. Bonjour Julien. Donc nous avons le plaisir désormais à accueillir la maison Montségur Finance, représentée en cela par Julien Kistrebert, donc qui est gérant depuis quelques temps maintenant, pas très longtemps, mais qui a une longue expérience de gérant, qui a rejoint la maison. Alors justement, peut-être pour nos amis CGP, rappelons quelques chiffres clés de Montségur Finance. Alors Montségur Finance, c'est une société de gestion entrepreneuriale qui a été fondée il y a environ 16 ans, avec au départ un socle sur la gestion privée qui est resté pendant longtemps l'ADN de la société, avec les sujets d'allocation d'actifs pour nos clients, etc. Et puis qui petit à petit a développé une gamme de gestion collective de plus en plus importante, avec certains fonds dont on échangera certainement par la suite. Et on parlera en effet donc plus spécifiquement d'un fonds qui s'appelle Montségur Croissance. Et donc justement, si on revient sur ce qui a marqué peut-être le premier semestre, l'analyse que vous en faites chez Montségur, j'ai remarqué déjà que c'était très focalisé sur finalement le comportement de vos fonds et de la maison en tant que telle. Est-ce que vous êtes étanche aux crises ou quoi ?
Non, écoutez, la bonne nouvelle, je dirais, c'est que l'activité s'est plutôt bien portée. Je dirais que c'est vrai pour les gérants, en tout cas, qui ont fait leur travail sérieusement. C'était une période compliquée, évidemment, aussi, puisque quand on a des crises de type exogène, on ne peut pas les prévoir, évidemment, dans les modèles. Et donc, sur ce genre de crise inédite, c'est toujours compliqué, mais c'est vrai qu'on a été assez réactif en termes d'allocation. On a été assez prudentiel, donc on a bien résisté dans la baisse pour nos clients privés. Et donc, ça, c'était plutôt une bonne chose. Et puis, évidemment, derrière, le fort soutien des gouvernements, des banques centrales, on se rend compte finalement qu'il n'y a plus de limite à la dette publique. Et donc, aujourd'hui, le marché, évidemment, est ravi. Quoi qu'il en coûte. Quoi qu'il en coûte. Donc, le marché est ravi de ces annonces, remonte fortement. Et puis, évidemment, un environnement de taux bas qui favorise les thématiques de croissance, notamment. Pour revenir à nous, je dirais que donc, bonne résistance sur cette période de baisse sur nos mandats. On l'a prouvé aussi sur la gestion pilotée, qui est une nouvelle activité qu'on a développée récemment. Et donc, on a eu aussi, par la suite, une société de gestion qui a souhaité nous confier ses fonds d'allocation d'actifs, donc près de 80 millions d'euros pendant le confinement. Donc voilà, donc on voit que même pendant cette période, en tout cas, on a réussi en tout cas à trouver des investisseurs qui nous ont fait confiance. Vous êtes resté très actif et très en avance de phase sur le marché. Alors justement, aujourd'hui, comment ça nourrit vos convictions ou les perspectives que vous pouvez partager avec nous peut-être sur 2021 ? 2021, logiquement, sera l'année de la recovery, puisque les vaccins, on ne croit pas beaucoup au scénario de vaccins très rapides et de recovery en V de l'économie. Mais en tout cas, sur 2021, on devrait pouvoir arriver à contrôler cette crise sanitaire, puisqu'on aura les vaccins et certainement des traitements aussi. Hein. On en parle très peu, mais il y a beaucoup d'avancées là-dessus. Et donc tout ça, en tout cas, devrait permettre de réduire cette problématique. Et puis, on le voit, hein, l'appui sans faille de la puissance publique fait que, mécaniquement, on devrait avoir une reprise, avec un sujet qui va ressurgir, hein, c'est quid de l'inflation ? Va-t-elle réapparaître avec tout cet argent public ? Si en tout cas l'inflation reprend, ça veut dire que les taux longs vont remonter aussi, et peut-être une légère rotation à prévoir dans les portefeuilles, peut-être moins de valeurs d'ultra-croissance, et aller chercher des secteurs qui sont soit un peu plus en retard, et qui profitent traditionnellement le secteur bancaire des remontées de taux, ou je dirais sur les valeurs de croissance, aller chercher peut-être plus des valeurs un peu plus de qualité, avec un peu moins de croissance, mais qui restent en tout cas assez disruptives sur leur marché. Alors justement, vous parliez de croissance, mais néanmoins de thématique et de disruption. Donc parfois ce sont des termes qu'on a un peu de mal à mélanger. Donc ça s'illustre comment ensuite dans votre process de gestion ? Alors dans le process de gestion, je dirais que, en tout cas sur le fonds croissance, l'idée c'est quoi ? C'est d'abord de partir d'une approche qui est très sectorielle, comprendre qui sont les innovants et les sociétés en tout cas qui vont provoquer des ruptures dans la chaîne de valeur. Une fois que ces acteurs sont identifiés, en tout cas, on met énormément en avant leur rentabilité sur les capitaux employés. Ça, c'est vraiment un facteur clé pour nous, puisque le but n'est pas d'acheter de la croissance pour acheter de la croissance, mais il faut acheter de la croissance rentable, évidemment. C'est beaucoup plus intéressant. Et c'est vrai que ça s'est vu beaucoup, notamment sur les valeurs technologiques, qui ont profité du confinement, bien sûr, mais qui, avec cet ajout d'activité, évidemment, ont vu leur génération de flux de trésorerie exploser et leur rentabilité sur capitaux employés exploser aussi, puisque, par définition, ce sont des modèles peu intenses en capitaux. Donc valeur de croissance, mais plutôt quand même GARP ? Oui, enfin, en tout cas, on essaie d'être flexible. On avait dans le portefeuille, je dirais, en début d'année, beaucoup plus de valeurs, beaucoup plus vraiment croissance. Et là, on essaye de descendre un petit peu sur des dossiers qui soient un petit peu plus gros et un peu plus GARP, qui nous semblent recéler la valeur. Donc, vous retrouverez dans le portefeuille des sociétés plus atypiques et moins connues, comme Prosus, qui est une société sur Internet, qui détient une participation importante dans le chinois Tencent, qui évidemment, sur son marché domestique, avec WeChat, a une position ultra dominante dans le paiement, etc. Donc, qui est une société qui recèle beaucoup de potentiel. Et cette société est cotée en Europe. D'accord. Ouais, parce que vous parlez, vous mettez souvent en avant la proximité du management des sociétés. Donc, j'imagine qu'en Chine, sûrement vous parlez le mandarin complètement couramment, mais c'est peut-être pas évident. Voilà, c'est un bel exemple en fait d'une société chinoise, mais qui finalement est accessible en Europe. Exactement. Je pense qu'il faut les valeurs européennes, d'une manière générale, ont historiquement été beaucoup
chercher de la croissance sur d'autres zones. Et c'est pas parce qu'on achète un fonds européen qu'on achète que les marchés européens en termes de croissance potentielle. Bien sûr, là, ça en est un bel exemple. Exactement. Et puis on va retrouver des dossiers plus classiques sur lesquels on s'est renforcé dernièrement, comme Sanofi. Donc ça, c'est beaucoup plus classique, mais qui nous semble en tout cas recéler un potentiel de croissance intéressant pour une valorisation qui reste, somme toute, assez raisonnable. Donc on conserve les standards de gestion, si j'ose dire, on confirme finalement ces grandes orientations sur un fonds, donc Montségur Croissance, dont on parle désormais, qui sur le papier, j'allais dire, fait peut-être pas complètement rêver, mais pour autant qui sera sûrement un fonds de portefeuille intéressant. Quelques caractéristiques essentielles de Montségur Croissance. Alors je dirais que nous, il nous fait rêver, en tout cas, nos clients aussi. Le fonds vient de recevoir dernièrement un prix de gestion de fortune classé parmi les meilleurs fonds européens sur 3 ans. Donc en termes de performance et de volatilité, on a des performances qui sont assez remarquables. 2018, moins 6, 2019, plus 30, et cette année, on est à plus 12. Donc on voit que la stratégie, en tout cas... Et avec des chaos dans ce premier semestre, ou finalement, ça a été relativement régulier? Non, ça a plutôt bien résisté parce que il avait 2 grosses thématiques qui sont toutes les technologies pharmaceutiques et toutes les technologies au sens large. Et donc c'est des secteurs qui ont plutôt profité du confinement et qui ont été en tout cas les premières rachetées par les investisseurs. Donc finalement, le fonds a plutôt bien résisté dans la phase de baisse et on a vu en tout cas les investisseurs aller tout de suite rechercher ces valeurs parce que dans un environnement de taux bas qui va perdurer, évidemment les profils de croissance en tout cas sont privilégiés par les investisseurs en termes de performance. Vous parliez tout à l'heure de gestion pilotée, c'est un fonds que vous utilisez majoritairement dans la gestion pilotée? Or pas que, hein, sur la gestion pilotée, notre approche, elle est, le maître mot c'est la diversification. Donc évidemment géographique, mais ce qu'on a vu surtout ces derniers temps, c'est que c'est plus le style de prime de risque. Alors j'explique, c'est, je dirais, le style value, le style small cap ou le style croissance. C'est plus ça en fait qui a défini la performance, puisqu'au final, que vous ayez des valeurs de croissance américaines, européennes ou japonaises, elles ont toutes très bien performé. Et je dirais que si vous aviez beaucoup de valeurs value, notamment en Europe, là ça a été évidemment beaucoup plus compliqué. Donc la notion d'analyse des portefeuilles par la prime de risque est un facteur extrêmement important et structurant en tout cas dans la façon dont nous construisons les portefeuilles. Ouais, une sorte d'ADN aussi chez vous, parce que vous construisez effectivement les portefeuilles comme tels. Quelle place ça prend ce fonds-là dans une allocation d'actifs traditionnelle, dirait-on? Alors ça n'a pas grand sens de dire ça, mais voilà, qu'est-ce qu'on promeut pour dire voilà, ça a vraiment sa place dans un portefeuille? Alors, déjà, c'est un fonds qui est PEable aussi, c'est une information importante qui peut aussi intéresser nos partenaires. Donc ça, c'est un point important. En termes d'allocation, comme je vous le disais, nous, on a une approche monde. Donc dans la poche européenne, la partie valeur de croissance a un poids prépondérant dernièrement, même si on a commencé un petit peu à réduire pour aller chercher, comme je vous disais, un peu plus de valeur dite GARP, entre guillemets, et un peu plus de value aussi, où on pense que le potentiel de valorisation est quand même plus significatif. Voilà, mais on y va très progressivement. Donc je dirais que la thématique croissance représente 60-70% de notre allocation sur l'Europe. D'accord. Donc on a parlé des performances, la volatilité de ce fonds, quelle est-elle? Elle est extrêmement... Enfin, il y a la volatilité par définition, puisqu'on est quand même sur un fonds de valeur de croissance, donc on prend toujours la volatilité comme quelque chose de négatif, mais ça peut aussi être quelque chose de positif. Très opportun. Effectivement. Donc surtout quand on est sur des sociétés qui ont des dynamiques très fortes, la volatilité est plutôt un argument positif pour la performance du fonds. Donc là, en l'occurrence, on est sur des standards de marché en termes de volatilité pour un fonds action, et donc il n'y a rien de choquant là-dessus. D'accord. Si on voulait conclure sur Montségur Croissance, là aussi, pourrait-on donner 3 bénéfices clients que pourraient s'approprier nos amis CGP autour de ce fonds Montségur Croissance, qui combat dans une catégorie quand même qui est un peu... Enfin, il y a un peu de monde. Oui, bien sûr. C'est pour ça qu'on insiste sur le prix qu'on a reçu, voilà, évidemment, montre en tout cas qu'il est performant dans cet environnement où il y a beaucoup de fonds. Et les 3 bénéfices clients alors? Tout simplement, aller chercher les sociétés qui vont faire le monde de demain. Je sais qu'on en parle beaucoup, mais c'est quand même le sujet. Aller investir donc sur les sociétés qui vont offrir de la croissance de résultats significative et importante, et donc qui seront un moteur de performance extrêmement important sur le fonds. Et puis je dirais aussi, quelque part, soutenir l'Europe et soutenir des sociétés qui feront les emplois de demain aussi sur notre continent.
Très bien, Julien Kistrebert, pardon. Merci beaucoup de cet éclairage. Et donc pour la maison Montségur Finance, donc on pensera désormais à Montségur Croissance. Je vais rejoindre désormais donc Brice Angers de MNG Investment. Bonjour Brice. Bonjour Thierry. Bien, nous accueillons désormais MNG Investment avec Brice Angers. Avant de parler d'impact, notamment tout ce qui est changement positif, j'ai noté ce terme qui était utilisé par MNG. Rappelons juste quelques chiffres, quelques mots sur la maison MNG. Nous sommes une société de gestion anglo-saxonne basée à Londres qui rayonne de par le monde avec une très grosse présence en Europe. On gère à peu près 370 milliards d'euros. Donc un grand groupe avec une volonté très forte de se développer sur le marché français depuis maintenant une dizaine d'années. Alors comment avez-vous analysé ce premier semestre complexe à analyser, même si le fait générateur était extrêmement important et bien identifié. Quelles conséquences vous en tirez de ces événements, de cette variable exogène en fait, qui a été la crise sanitaire? Donc depuis le début de l'année, on vit une période assez exceptionnelle. Sur le plan sanitaire, toute une organisation qui s'est remise en question avec près de 6000 personnes qui travaillent aujourd'hui à distance. Sur le plan financier, on a eu des phases de baisse très fortes dans le courant du mois de mars, avec un rebond assez marqué depuis. Alors dans cette période de baisse, on était très attendu sur les marchés obligataires. MNG est une grande maison obligataire. Et dans ce contexte, on a la chance d'avoir un gérant qui s'est très bien comporté dans le courant du mois de mars. Il avait quelque peu anticipé ce qui allait se passer avec la crise sanitaire, avec l'impact sur les résultats financiers. Et donc, on a un fonds obligataire qui a très bien traversé la crise du mois de mars. Dans le rebond, nous sommes des gérants value, donc on regarde en permanence les valorisations, et vers la fin du mois de mars, il y avait des valorisations qui paraissaient vraiment très attractives. Donc la plupart de nos gérants ont repris du risque en portefeuille, ça a été très payant, du coup on a vraiment très bien traversé le rebond. L'audace a payé. Bah oui, je dirais sur les fonds obligataires, on a repris du risque, sur les fonds actions ou sur les fonds équilibrés aussi. Donc dans l'ensemble, c'était une période très volatile, très compliquée. Tous nos fonds n'ont pas été excellents, mais il y en a certains qui ont vraiment très bien tiré leur épingle du jeu. Et deux éléments également qu'on peut peut-être signaler chez vous, c'est notamment donc, un regain d'intérêt. Alors je ne sais pas si c'est un regain d'intérêt, en tout cas pas une découverte, mais sur l'ISR notamment, et puis la mise en avant de la gestion sous mandat, c'est ça? Voilà, donc sur les mois qui viennent... Pourquoi suite à la crise d'ailleurs? Bon, je dirais qu'il y a des éléments où le hasard fait bien les choses, mais là je dirais que c'est des process et des idées qui voient le jour cette année, mais qui ne sont pas nés cette année. Je dirais que c'est un process qui se met en place notamment sur les critères ESG depuis longtemps. On est une société de gestion avec plus de 2000 personnes, donc des critères ESG qui s'inscrivent dans la remise en question des process, de l'appréciation des valeurs, des styles de gestion, tout ça se fait pas en 3 jours. Mais aujourd'hui, une très grande partie de la société est complètement acquise à l'idée de gérer, dans l'idée de créer des éléments positifs pour la société et l'environnement. Plus ESG qu'ISR. C'est plus ESG qu'ISR, et c'est surtout porté sur l'impact. En fait, ce qui nous intéresse en tant que gérant aujourd'hui, c'est trouver des sociétés qui vont, dans leur ADN, créer et développer un impact positif, que ce soit d'ailleurs pour la société, pour l'environnement, les deux. Et donc, on a une batterie de fonds maintenant qui sont complètement dans cette logique, y compris le fonds MNJ Positive Impact, qui est le fonds que nous mettons en avant dans les mois qui viennent. Et donc ça, c'est dans les convictions, les perspectives, c'est vraiment autour de ces éléments-là. Il n'y a pas que ça. Oui. C'est vrai que vous mentionniez il y a un instant l'idée de créer un mandat de gestion. Alors c'est vrai qu'on s'est mis en partenariat avec une société qui s'appelle Senso Investment Solutions, qui est très complémentaire de ce qu'on fait. Nous, on est des gérants. Eux, ils ont un process administratif qui nous permet d'avoir beaucoup de transparence, beaucoup de flexibilité dans la gestion de ces mandats, qui va nous permettre de se positionner sur le haut de gamme du marché, notamment des family office, où nous sommes assez peu présents aujourd'hui. Donc des mandats de gestion qui vont compléter une gamme de fonds ouverts disponibles sur la plupart des grands contrats d'assurance vie sur le marché. Et les grandes thématiques donc, que vous allez privilégier désormais ?
Alors, la thématique numéro 1 tourne autour de l'ESG. Déclinés sur différents styles. Donc on a des fonds obligataires tournés vers l'ESG, donc on a du high yield ESG, de l'emerging market, des pays émergents ESG. On a ce fonds d'impact qu'on a mentionné il y a un instant, et on a même des fonds diversifiés aujourd'hui qui intègrent ce process. Donc on a toute une gamme aujourd'hui tournée vers l'ESG. Et si on fait un focus donc sur Positive Impact Fund, qu'est-ce qu'on pourrait mettre en avant? Quels sont les points clés du processus de gestion? Alors on a voulu créer un fonds cœur de portefeuille sur les actions internationales, avec 30 sociétés en portefeuille. Donc c'est vraiment un vrai fonds de conviction avec des petites, des moyennes, des grandes valeurs. Donc un fonds qu'on peut tenir en portefeuille dans la durée. Et toutes les valeurs qui sont en portefeuille doivent à la fois être porteuses de performance dans la durée. Donc on ne va pas sacrifier la performance pour l'impact. Mais si on arrive à trouver des boîtes qui sont porteuse d'impact positif avec des critères financiers, une déontologie au sein de la société qui nous semble cohérent, je pense que pour nous comme pour nos clients, ce sera gage de performance et surtout du sens pour l'investissement de nos clients. D'accord. Et de par votre origine ou votre mode de fonctionnement au niveau d'MNG, donc j'imagine des valeurs internationales? Voilà, donc c'est un fonds action internationale. Ça, c'est l'avantage qu'on a en étant basé à Londres, c'est qu'on a un prisme très anglo-saxon. Donc on va trouver beaucoup de sociétés sur les marchés anglo-saxons, notamment aux États-Unis. On va être sur un équilibre, à peu près 45 États-Unis, 40 Europe et 15 le reste du monde. Donc un fonds très diversifié, avec quelque chose qui nous paraît très intéressant dans le comportement du fonds depuis un peu plus de 2 ans maintenant, c'est que c'est un fonds qui résiste plutôt bien à la baisse. Donc c'est un fonds qui offre des critères défensifs assez intéressants, mais qui accompagne la hausse en phase avec le marché. Donc, il a été créé quand, ce fonds? Il a été créé il y a un peu plus de 2 ans. D'accord. Et il gère aujourd'hui combien? Un peu moins de 300 millions. Donc c'est déjà un montant conséquent, mais ce que l'on constate, c'est qu'il y a de plus en plus de flux, de plus en plus de clients qui sont vraiment portés vers ce genre d'investissement. Donc c'est un cercle un peu vertueux où plus vous avez d'argent qui rentre sur ces valeurs qui ont su se positionner avec un impact positif sur la société, plus la valeur de ces sociétés s'apprécie dans le temps. Et donc pour nous comme pour nos clients, c'est un pari gagnant-gagnant. D'accord, donc résolument en value, donc on ne renie pas le value, mais on aime bien aussi des sociétés qui ont des critères de croissance importants. Je dirais que la croissance aujourd'hui est très importante parce que dans le contexte actuel où il y a beaucoup d'incertitudes par rapport à l'avenir des marchés avec cette crise qu'on connaît et qui n'est pas prête de s'arrêter, il faut des sociétés qui soient très solides, qui soient de qualité, qui soient donc orientées sur la croissance. Donc il faut trouver le bon équilibre en fait. L'idée c'est de l'équilibre. Et donc ce fonds qui est finalement un bon équilibre comme vous le dites, permet en effet d'avoir sa place en tant que fonds de portefeuille dans les allocations. Donc la volatilité également de ce fonds, c'est un fonds qui va être qui aura une volatilité plus ou moins en phase avec celle du marché. D'accord. Ni plus, ni moins. Et la performance affichée sur ce fonds? C'est un fonds qui avait fait 34% en 2019. Très belle année 2019. On est autour de -2, -3 depuis le début de l'année, ce qui est cohérent avec le positionnement du fonds. D'accord. Qui s'affranchit d'un benchmark ou L'idée, c'est de battre le MSCI Monde. Donc on veut battre l'indice des valeurs internationales. D'accord. Et donc si on voulait résumer là aussi trois arguments que pourraient retenir les CGP quand ils vont proposer ce fonds, comment on alimente ou quelles astuces on peut leur donner pour dire voilà ce fonds. Je dirais qu'une fois qu'on a fait le choix d'investir sur les actions, il nous semble important de ne pas se cantonner aux actions européennes. Donc il faut quelque part un fonds sur les actions internationales. Nous sommes anglo-saxons, nous sommes basés à Londres, donc on a ce savoir-faire anglo-saxon qui nous paraît intéressant. Et c'est un fonds cœur de portefeuille avec surtout du sens pour les investisseurs qui vont se retrouver avec 30 valeurs qui ont un impact positif sur l'environnement et sur la société. Donc on conjugue en effet pas mal d'éléments qui vont converger pour que ce fonds fasse partie des portefeuilles. Brice Anger de MNG Investment, merci beaucoup de cet éclairage. Ça nous permet de mieux comprendre donc l'impact, sans jeu de mots, de ce fonds Positive Impact Fund que vous proposez. Je vais désormais rejoindre donc Lionel Lemarié de La Française AM pour parler avec lui également de ses convictions. Merci à vous. Merci.
Bonjour Lionel. Bonjour Thierry. Content de vous revoir. Oui. Bien, Lionel Lemarié de La Française, vous allez nous parler donc d'un fonds qui s'appelle le Global Rendement 2028. Donc on va parler de dette, alors qu'on a beaucoup entendu parler d'actions. Donc vous allez nous dire pourquoi. Peut-être juste avant rappeler quelques chiffres sur La Française, ou peut-être même plus exactement, parce que tout le monde connaît La Française, la façon de réagir des équipes commerciales qui sont restées très présentes durant cette période de confinement. Oui, c'est vrai, merci beaucoup. Mais oui, La Française, c'est une société qui gère aujourd'hui 50 milliards. Et nous sommes basés en France. Et aujourd'hui, on a cette particularité d'avoir une double expertise sur l'immobilier et sur les valeurs mobilières. Alors, comment on a géré le Covid ? Eh bien, La Française, on a tous été mis en télétravail. Donc, 550 personnes ont été mises en télétravail. Et je dois reconnaître que ça a bien fonctionné. Donc, celui qui est le héros chez nous, c'est le patron de l'IT. Parce que tout de suite, ça a fonctionné à la fois pour les gérants et les statut dans le hall. à la fois pour les gérants et à la fois pour les commerciaux. Moi, j'avais qu'un seul leitmotiv, c'était de prendre le téléphone et d'appeler les gens. Bon, on a bien reçu les appels et donc merci également de cette présence. Alors au-delà de ça, donc est un phénomène organisationnel qui est une conséquence. Qu'est-ce qu'on retient à La Française de ce premier semestre? Quels furent les faits marquants? Le fait marquant, c'est effectivement l'arrêt total, donc le stop total de l'économie à cause de cette crise. Moi, ce que j'en retiens, c'est cette particularité sur la crise, c'est-à-dire que c'est pas une crise où les banquiers en étaient responsables ou un pays, enfin, on peut pas dire que ce soit quelqu'un qui est responsable de ça, c'est un choc externe. Et du coup, cette crise, elle a cette particularité de n'avoir aucun aléa moral. Et ça, c'est très très important. C'est très important parce que ça a permis au pays, aux banques centrales, de réagir très très vite sans qu'il y ait la moindre polémique. C'est-à-dire que ça n'a posé de problème à personne, qu'on dise voilà, je mets 10, 20, 30, 100 milliards de dollars, d'euros sur la table pour relancer l'économie. Donc un stop total de l'économie, une absence d'aléa moral sur la crise. Mais un stop and go, comme vous le précisez, donc qui a permis tout de suite de reprendre un élan incroyable. Oui, alors je suis comme vous, moi j'ai regardé, on parlait à l'époque reprise en U, reprise en V. En L. En L, voilà. Moi, ce qu'on a vu, c'est que les marchés ont fait quand même une reprise en V, mais je crois que le principal problème, et c'est ce qu'on vit encore aujourd'hui, le principal problème, ça a été la liquidité. C'est-à-dire qu'il y a eu des semaines en mars-avril où il y a eu une absence totale de liquidité, ce qui a quand même fait, dans notre marché de la dette par exemple, on a baissé de la même façon que les actions. En général, la corrélation est de l'ordre de 30%. Aujourd'hui, et la dette à l'époque a baissé de la même façon. C'est-à-dire qu'on a fait les moins 30 en ligne droite. Alors, est-ce que cette crise, ou quelques éléments, phénomènes de crise, ont renforcé vos convictions pour les années à venir, notamment sur les obligations ? Oui, alors ça a renforcé une chose, c'est que vu les niveaux d'endettement des États, on n'est pas prêt de voir revenir une hausse des taux. Donc dès lors qu'on a dit ça, vous savez bien que si on met de l'argent sur le taux d'emprunt allemand, structurellement, vous allez perdre de l'argent. Donc du coup, on sait ce qu'on perd. On sait ce qu'on perd, on perd de l'ordre de 0,50. Donc effectivement, on sait ce qu'on perd. Après, vous impactez l'inflation, parce qu'on espère retrouver quand même de l'inflation. Donc on sait ce qu'on perd et vraiment beaucoup. Donc pour obtenir du rendement, il faut aller sur des actifs, donc ce qu'on appelle le high yield, des obligations à haut rendement, de la dette d'entreprise, qui est un marché qui a été extrêmement dynamique. Donc effectivement, il y a eu un manque de liquidité, mais aujourd'hui, et vu les marchés qui sont rachetés, aujourd'hui, d'avril à septembre, vous avez eu 1100 milliards de dollars d'émissions high yield. Est-ce que ça veut dire qu'il faut moins être actionnaire des entreprises et davantage porteur de dette de ces entreprises désormais ? La conviction qu'on a, nous, c'est que si vous voulez avoir un rendement lisible, et une valorisation qui soit lisible, il faut plutôt être créancier d'une entreprise plutôt que d'en être son actionnaire. D'accord, très bien. Et donc tout ça vous amène à imaginer ou à renforcer quel style de gestion, quel process de gestion pour vos futurs fonds? Alors nous, on construit des fonds, donc on construit des fonds à échéance. J'y reviendrai, mais il y a une vraie vertu, notamment sur le millésime là, dont on ferme la souscription le 30 septembre, qui est La Française Rendement Global 2025. Ça a une vraie... Très bien fonctionné.
fonctionné. Qui a très bien fonctionné, merci beaucoup. Mais ça a une vraie vertu parce que du coup, on constitue des portefeuilles avec des obligations, avec un terme fixe. Donc là, on lance la Française Rendement Global 2028. Et donc, à l'intérieur, on va y mettre 150 valeurs avec une exposition globale sur une notation moyenne de simple B. Et on a cette conviction que si on constitue un portefeuille avec un rendement de l'ordre de 5 à 6%, eh bien, on saura séduire les épargnants. Alors, n'est-ce pas trop audacieux d'aller jusqu'à l'horizon 2028, alors qu'on vient de vivre une période où on s'est dit, voilà, avoir un horizon de 6 mois, c'est déjà très, très ambitieux. C'est vrai. Alors, c'est vrai, je m'étais dit, si jamais vous me posez la question de comment on voit les marchés, on peut essayer de répondre à 3 mois, à 6 mois. Mais au-delà, ça devient un exercice extrêmement périlleux. Ce que je peux vous dire, c'est que si on regarde sur le marché AID, donc si vous regardez les fondamentaux, donc vous avez deux choses à regarder sur les fondamentaux. La première, c'est le facteur technique, c'est ce qu'on disait. Aujourd'hui, si je mets sur l'investment grade, c'est 0, sur le AID, 5%. Donc, pour nous, c'est plutôt positif. Après, vous avez un autre facteur dans les fondamentaux qui est le taux de défaut. Alors, le taux de défaut qui monte en flèche, qui va monter en flèche. Oui. Alors, en 2008, les agences de notation, on leur a beaucoup reproché de mettre beaucoup de temps à réagir. Là, cette fois-ci, les agences de notation, elles ont réagi très très vite en annonçant le pire. Et moi, je crois que le pire n'est pas certain. C'est-à-dire que les agences de notation, elles prévoient aux États-Unis un taux de défaut de l'ordre de 15%, en Europe de l'ordre de 10%. Nous, on n'y croit pas, et depuis mai-juin, on a fait pas mal de communication auprès des clients en disant nous, en Europe, on attend plutôt un taux de défaut de l'ordre de 2-3%, et aux États-Unis, on attend plutôt 4-5%. Mais pas plus. Parce que ce que nous oublient les agences de notation, et ce n'est pas dans leur modèle visiblement, c'est le put énorme des États et des banques centrales. La politique budgétaire monétaire conjuguée cette fois. Oui, parce que vous avez la Fed qui rachète aussi du AID. Voilà. Donc vous pouvez acheter aujourd'hui du Ford à 2025 à 9%. Vous pouvez acheter du L Brands, qui est la boîte mère de Victoria's Secret, à 2028 à un peu plus de 5%, vous êtes plutôt à 5%. Voilà, il y a du Loxam à 6,7 horizon 2028. Donc porter une obligation, avoir le rendement tous les ans, et en 2028, on se retrouve pour reprendre le nominal, ça me paraît assez vertueux. C'est ce que vous disiez, en fait, sur ce marché-là, on peut avoir une certaine visibilité, c'est ce que vous allez promouvoir. Alors, en conséquence, les caractéristiques de Global Rendement 2028, pour faire une big picture, c'est quoi? Une exposition globale. Il faut être aujourd'hui absolument implanté partout, donc les US, l'Europe, les émergents. Une diversification extrême. Donc beaucoup de lignes. Beaucoup de lignes. Alors moi, j'ai une tendance à répondre, si vous me dites qu'il y a du défaut, la réponse que je donne au défaut, c'est l'hyperdiversification. Donc c'est 150 valeurs en portefeuille. Voilà. Donc une diversification extrême. Et puis un taux de couverture ajusté, le change ajusté au quotidien. C'est-à-dire on ne prend pas le risque de change. Alors, fort de l'expérience que vous avez sur ces fonds Global Rendement 2025, dont vous venez de dire qu'il clôture donc à la fin de ce mois, ça prend quelle place dans un portefeuille, notamment il est vendu comment par les CGP? J'adore cette question. Ce que je vis, moi, c'est des gens qui mettent plutôt de l'ordre de 15% de leur allocation sur ce portefeuille, et ils le mettent plutôt en complément de l'actif en euros qui, on le sait, va probablement changer de particularité, peut-être à la fois sur la liquidité, à la fois sur la garantie. Ce que je trouve moi très curieux en ce moment, c'est notamment à propos de liquidité, c'est l'afflux d'actifs. On n'a jamais vu autant d'actifs arriver sur des actifs illiquides. C'est ce qu'on vit aujourd'hui. Hein. Voilà. C'est un paradoxe énorme. Oui, mais c'est peut-être aussi une certaine éducation des épargnants qui fait qu'ils peuvent aller chercher du risque parce qu'ils vont immobiliser entre guillemets leur actif plus longtemps. Oui, et puis ce qui nous aide, c'est les taux. Hein. C'est-à-dire que tant que les taux seront à zéro, on aura toujours envie de prendre du risque, que ça soit du long terme. Donc la place, c'est plutôt de l'ordre de 15%. Mais si vous me reposez la question, ça m'arrive, je passe à 20%.
D'accord. Et donc, pour conclure sur ce fonds, donc encore une fois, c'est pas le premier de la gamme, donc on sait où vous mettez les pieds, et nous aussi. Donc, quels seraient les trois facteurs majeurs à retenir, si on ne devait retenir que 3 choses, que 3 mots de cette interview? La diversification, un rendement qui est visible et lisible, et des points d'entrée. C'est-à-dire que même avec ces produits-là, il ne s'agit pas de ce qu'on appelle un buy and hold. Ce sont des produits sur lesquels on va gérer. On a 15 à 20% de turnover sur ce type de produit-là. Et donc ça crée des points d'entrée. Dès lors qu'il y a un peu de tension sur les taux, ça crée des points d'entrée. Et aujourd'hui, donc ce produit-là, ce qu'il faut avoir en tête quand même, sont des produits qui sont là pour vous rapporter de l'ordre de 4 à 5%, et avec un SRI de 3. Ouais, donc effectivement, un bon couple risque-rendement intéressant, et encore une fois, on sait où on met les pieds puisque ce n'est pas le premier de la gamme. Alors c'est vrai, en 2019, nous sommes le plus gros collecteur de fonds à échéance sur le marché. C'était la 2e vague, 3e vague, ce terme est un petit peu difficile à utiliser en ce moment. Mais... On parle de millésime, Thierry. D'accord, très bien. Lionel Lemarié de La Française, merci beaucoup. Merci de votre accueil. De cet éclairage et de ces convictions qui ont été partagées sur ce fonds. Donc ceci met fin désormais à notre e-forum de rentrée. Donc évidemment, je remercie grandement les 10 sociétés de gestion qui nous ont fait confiance et qui sont nos partenaires favoris, avec qui donc nous avons pu débattre à bâton rompu de choses et d'autres. On a vu, je pense, beaucoup de sujets qui étaient abordés, beaucoup de convictions qui ont été élaborées, et donc par là même des stratégies ou des tactiques d'investissement qui, j'en suis certain, vous donneront plein d'idées à vous, CGP, pour venir au-devant des épargnants, parce que je crois qu'il faut aller au-devant, plus que répondre à leurs attentes, mais ensuite les accompagner également dans une démarche didactique et d'éducation qui est indispensable, surtout dans cette période. Donc encore une fois, 1000 merci aux 10 sociétés de gestion de nous avoir donné plein d'idées, et on voit que l'ingénierie en matière financière n'est pas prête de s'arrêter, elle est sûrement encore davantage entretenue par ces périodes de crise qui sont des accélérateurs de tendance. Merci beaucoup et à très bientôt.